Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Nous revenons 3 fois par mois pour vous faire le débrief de tout ce qu'il se passe d'intéressant dans les sphères de la bande dessinée américaine, pas que des fois, et de ce qui en découle. Et bien entendu, ce podcast ne se fait pas tout seul puisque avec moi il y a un enregistreur, il y a des câbles XLR et 2 micros Shure SM58 et non, ce n'est pas un placement de produit, mais effectivement, au bout de l'un de ces 2 micros, et vous ne l'entendez pas parce que je parle plus fort que lui, il y a Corentin. Salut. Voilà, Corentin. Je parle plus fort. Il faut que tu parles un petit peu plus fort quand même. Il faut se réveiller. Hein, bonjour monsieur. À toutes et à tous. C'est Corentin. J'espère que tout va bien dans vos vies. Tiens, merci d'ailleurs. J'en profite aussi pour les premiers retours sur le podcast thématique Spawn. Qui est tombé récemment. Si vous l'avez pas écouté, faut l'écouter, les gars, et commenter et dire que c'était vachement bien. Voilà les thématiques qui reviennent. Et c'est pas la fin de ce format, loin s'en faut. Mais ça ne l'a jamais été de toute façon. Et effectivement, il y aura d'autres thématiques cette année et avec des pauses moins longues que 6 mois. C'est déjà 2 sujets en tête. C'est une garantie que l'on vous fait. Donc bien entendu, on commence toujours ce podcast par remercier notre sponsor et partenaire Pulps, puisque voilà, avec leurs 3 boutiques de comics, BD, manga et toys. D'ailleurs, allez voir les toys, il y a plus de Funko Pop, ils ont été annihilés. Maintenant, il y a plus que des Mystery Box et des Laboubou. Donc n'hésitez. Il faut annihiler les Laboubou. Ouais, mais chaque chose en son temps, chaque bataille en son temps. On a réussi à vaincre les Funko Pop. On viendra à bout des Laboubou le plus rapidement possible. Mais voilà, n'hésitez pas à leur faire à y faire un tour dans le quartier latin si vous êtes de passage sur Paris et également à Bordeaux. Il y a une boutique là-bas où vous pouvez aller dire bonjour à Bruno et Anna que l'on salue. On salue toute l'équipe. Mais vous pouvez surtout aller sur le site pulps.fr et dans la catégorie précommande VO, découvrir notre sélection du Focus Pulps qui vous propose tous les mois de vous prendre des comics à prix de lancement. Et quel Focus Pulps on a en ce début d'année? On a du Headlopper, on a le Swamp Thing 1989 de Rick Veitch, on a In Your Skin du Body Horror Paradita Bicard. Voilà, ça y a 3 titres qui ont l'air vraiment très 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 cool et qu'on est ravis de vous proposer à des tout petits prix pour moins de 10 €. Vous pouvez avoir ces 3 numéros, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir et découvrez des comics avec un petit coup de pouce au porte-monnaie. On remercie bien entendu, puisqu'on parle de porte-monnaie, notre First Print Army, 145 personnes à l'heure où nous enregistrons ce podcast qui nous font le plaisir de nous soutenir financièrement. Et ben t'imagines? Attends. T'imagines si on les réunissait tous dans une même pièce, il faudrait une grande pièce, mine de rien. Une pièce de 150 places. Voilà, donc merci beaucoup à toutes ces personnes et un petit big up à celles et ceux qui nous soutiennent, enfin qui nous ont fait un tip depuis la dernière fois que nous avons enregistré, donc à Fanfan le Fanu, qui a un pseudo incroyable. Fanfan le quoi? Fafan le Fanu. Fafan le Fanu. Oui, c'est une allitération c'est F. C'est ça. Qui nous dit bravo à toute l'équipe pour votre travail passionné et passionnant. Vous donnez de la voix à tous les acteurs du monde du comics et c'est vraiment enrichissant à écouter. Merci. Eh bien, merci à toi. Et Thomas aussi qui nous dit que ça fait 3 ans qu'il écoute le podcast et que c'est devenu son rendez-vous comics. Et donc, merci à vous deux pour avoir rejoint la First Print Army. Et bien entendu, merci aux 143 autres personnes qui sont là. N'hésitez pas à les rejoindre, que ce soit avec un type ponctuel ou régulier. Tout est accepté et on espère simplement que vous kiffez les podcasts que l'on vous propose. On va démarrer tout de suite cette partie comics avec le petit point financement participatif. Corentin, il y a une nouvelle vague double feature qui est arrivée pour du côté de Comics Initiative, alors avec un titre qui nous vient de Victor Santos, qu'on connaît bien, un dessinateur espagnol qui offre beaucoup pour l'industrie américaine avec Against Hope qui a été publié chez Dark Horse en VO, mais aussi Kappa, un titre qui est lui dessiné par qui s'ajoute à la bibliographie de Massimo Rossi, alors qu'il n'a pas été publié aux États-Unis, je crois qu'il est directement publié en Italie, comme Inuit à l'époque, qui a été publié d'ailleurs en France avant d'avoir une édition américaine. Mais voilà, donc Comics Initiative qui continue. Là, souvent avec les double features, en général, c'est du comics de genre. Hein. C'est vraiment voilà ce que nous on met dans nos comics indés qu'on aime bien. Dire, est-ce que tu peux un tout petit peu nous présenter les projets, sachant que Kappa n'est pas un spin-off en comics de Super Mario. Non, parce que c'est Koopa. Exactement, c'est bien pour ça que ce n'est pas un spin-off. Voilà. Bowser, Koopa. Merci de me reprendre, mais bon. Il n'y a pas de Kappa du tout? Il n'y a pas de Kappa. Il y a Kappa, il y a les jogging.
Non, mais dans Kappa, Mario, ils s'appellent pas, non, c'est les Koopas. Oui, non, c'est les Goombas et les Koopas, alors, peut-être. Bah, c'est un jeu de mots par rapport aux Kappa. Ouais, Les c'est ça, Kappa, ouais. c'est des créatures du shintoïsme. Bon, dans le Shinto, vous savez, il y a des différentes créatures mythologiques qui renvoient. Est-ce que ma voix est bizarre? Qui Bah, renvoient elle est enrouée et éteinte Ouais, comme un peu mais tout le c'était temps, déjà le cas au dernier front quoi. page. J'ai une voix front page, j'ai l'impression. Et j'ai Oui, une voix peut-être, thématique. J'ai plusieurs voix comme Kobalade. Donc effectivement, dans le Shinto, vous avez différentes créatures qui peuplent la nature et qui sont là pour être des esprits des incarnations concrètes de concepts. Comment dirais-je? Bah, j'essaie de pas dire naturel, mais vous voyez ce que je veux dire. En l'occurrence, les kappas représentent les animaux des rivières, les esprits de la rivière. Ce qu'on peut voir dans Mononoke. Voilà, ça commence dans Mononoke, dans différents films comme ça ou même voilà. En l'occurrence, Comics Initiative prend l'exemple du film Pompoko d'Isao Takahata que tu as vu, Arnaud. Non. T'as pas vu Pompoko? Non, Mais il non. faudrait avec des tanuki et tout. Oui, tout Mais, à fait. Voilà, exactement. Mais justement, c'est un peu une référence d'inspiration apparemment. T'as envie de leur faire Pompoko, des câlins. Si vous l'avez pas vu, alors c'est très mal rythmé parce que c'est l'époque où Ghibli venait encore à l'époque beaucoup de la production télévisée et donc c'est pas rythmé comme un film. C'est vraiment un film à sketch, on va dire, avec comme si on avait mis 4 épisodes de série animée bout à bout. Ouais, ok. Mais ça raconte le destin de Tanuki, dont la colline et la forêt est en train d'être ravagée par les humains qui construisent de nouveaux lotissements parce que Tokyo grandit de plus en plus. Watership Down, je connais, ouais. Et c'est vachement bien si on aime bien cette production de l'époque. Là, a priori, donc c'est une des références d'inspiration de Massimo Rossi pour ce projet-là. Sauf que ça parle précisément des créatures des rivières, donc les kappas. Et effectivement, dans certaines versions, parce que ça n'existe pas comme créature, donc différents artistes. On a la preuve que ça n'existe pas. Attends, selon ses croyances, ça peut exister. Mais donc en l'occurrence, voilà, le fait est qu'il s'est basé sur l'une des incarnations des kappas, où il ressemble à des tortues. Voilà, ce qui fait que la BD ressemble effectivement aussi un petit peu aux Tortues Ninja, puisque c'est le folklore nippon, va plutôt aux Tortues Ninja de Tom Valls en l'occurrence, enfin plutôt même de Santoluko, dans le sens où les tortues de Santoluko, c'est du folklore japonais traditionnel réinterprété à la sauce occidentale, et en l'occurrence même culture latine, puisque Santoluko est un Brésilien. Là, c'est 2 Italiens qui, a priori, pareillement, vont récupérer un imaginaire japonais folklorique pour le rendre plus comics, parce que graphiquement, ça fait quand même très comics. Et effectivement, la proximité avec les tortues a l'air d'être un peu revendiquée. Donc on va suivre un peu leur quotidien dans les marais, dans les forêts aqueuses, humides du Japon. Alors pourquoi pas? On sait qu'on est très nombreux dans ce pays à aimer justement les relectures occidentales de mythes japonais. Au hasard Yojimbo, c'est un peu ça aussi. Il y a dans le Yojimbo, il y a une vraie esthétique empruntée, on va dire, parce que c'est vraiment de la carte postale de Japon tradit, on va dire, avec des robots en plus, naturellement, mais voilà, c'est très... Avec des robots samouraïs. C'est très manga, exactement, très manga, très série animée. Là, c'est un peu la même chose apparemment. Je l'ai pas lu, parce que évidemment, comme tu l'as dit, c'est une BD italienne, donc qui est pas passée par les canaux traditionnels du comics aux États-Unis. Pour ce qui concerne Against Hope, je ne pense pas que Victor Santos avait déjà été publié chez Comics Initiative, mais c'est un artiste. Non, c'était pas mal chez Glénat et Soleil de mémoire. C'est ça, c'est un artiste qui est déjà assez bien exporté en France, et qui, c'est un espagnol en l'occurrence, est connu pour avoir un coup de crayon assez exigeant, qui fait des compositions très proches de Tim Sale dans le travail des éclairages, et des silhouettes et des designs aussi, plus Darwin Cook, Bruce Timm. C'est un enfant des deux, on va dire. Donc là, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Hope, qui a grandi dans un milieu, dans les États-Unis du Sud. Son petit ami, quand elle était gosse, a été assassiné par une bande de néo-nazis. C'était avant que la gauche devienne le vrai, les nouveaux fascistes, le vrai parti de danger oui. qui assassine des gens et tout. Et donc elle décide, une fois devenue adulte, de répliquer, sachant qu'elle a été entraînée aux arts du combat. C'est très grindhouse dans l'idée. Entraînée aux arts du combat par son père. Donc elle s'est traquée, pistée, tuée, torturée. Et elle va donc effectivement découvrir que la horde de néo-nazis qui l'a torturée étant gamine est en train de prendre du pouvoir, au point de se présenter aux élections locales de... je ne sais plus si c'est le comté, la mairie, ou parce qu'il y a beaucoup de strates d'élections aux États-Unis. Donc elle dit en fait non, je suis pas d'accord et je vais vous tuer. Ah, ça c'est parce qu'elle est pas dans l'arc républicain. Mais bien sûr, de toute façon, ça assurément, c'est l'extrême gauche, mon gars. C'est l'extrême gauche. Oui. C'est Mélenchon, voilà, déjà à l'époque. Ça se passe en plus dans les années 80 aux États-Unis. Donc intelligemment, Santos a bien situé ça loin du présent pour éviter
toute ressemblance avec le réel. Oui, surtout que le réel ne se répète jamais. Hein. Donc, non, bah, pas du tout. Je rigole, quoi. Salut Nazi, ça a disparu aujourd'hui. Donc voilà. Une BD plutôt de genre. Après, c'est vraiment une expérience graphique. Hein. Évidemment, Santos, c'est pas le meilleur scénariste de l'univers. Non, on y va souvent plus pour le dessin. Oui, c'est vrai. Hein, non, oui, c'est vrai qu'on y va souvent plus pour le dessin. Moi, j'avais vu le Valiant Love qui était sympathique, mais qui était vraiment super chouette sur le plan graphique. Mais c'est vrai que l'histoire m'avait pas pu transporter que ça. C'est ça. Et bon, Polar était pas mal aussi. Il y a eu un film Netflix. Polar, c'était sa vraie révélation, je crois, à l'époque. Ouais. Notamment avec le film, qui était pas bien par contre. Non, Polar, ça devait être Glénat aussi, je pense. Ouais. Peut-être. Je sais plus, je voudrais pas dire de bêtises. Le film était assez minable. C'était un John Wick-like avec Mads Mikkelsen. Mais avant John Wick, justement. Quoi. Non. Quoique. Enfin, dans tous les cas, ça reste la formule quadragénaire violent. On m'a trahi, je vais me venger. Enfin, c'est très, très, très archétypal, hein, comme projet. En BD, ça a un intérêt parce que justement, c'est au service d'une expérience graphique. Le film enfin, voilà. On va pas en parler non plus 1000 ans. Non. Mais donc, la campagne, c'est pour les 2 projets. Livraison prévue pour le mois de mai. Couverture variante de Laurent Lefebvre pour Kappa et 2 éditions, une standard, une collector pour Against Hope. J'ai envie de dire, soyez curieux, curieuses, ouvertes et ouverts et soutenez les maisons d'édition indépendantes. Arnaud Kikou. Yes. Je te rends la balle au bon. Merci beaucoup. Et on vous fait simplement aussi un big up pour une autre campagne en cours qui n'a alors rien à voir avec ni les comics ni la bande dessinée, parce que de toute façon c'est ni du comics ni de la bande dessinée. Mais derrière, donc ça s'appelle le projet, c'est le lancement d'une nouvelle maison d'édition qui s'appelle La Belle Ouvrage, qui propose des éditions, très beaux livres illustrés de grands classiques de la littérature. Puisque maintenant en fait que beaucoup de textes sont dans le domaine public, en fait tu peux t'amuser à il y a pas mal de maisons d'édition qui s'amusent à faire leur propre, qui proposent leurs propres belles éditions. Il y a vraiment tout un marché qui est en train de se développer. Moi, je peux notamment, si vous aimez la littérature de genre, je peux notamment vous recommander le travail de Kalidor, qui a fait des superbes éditions du Roi en jaune, et plus récemment de Dracula, par exemple. Voilà, je crois que je te montre les bouquins, ils sont vraiment superbes. Ouais. Je voulais pas te couper, j'avais juste une blague à faire avec Schwarzenegger et Red Sonja, mais du coup, vas-y. Du coup, non, ouais, je l'avais même pas. Mais donc, La Belle Ouvrage, c'est un peu dans ce registre-là, donc en adaptant, en reproposant de belles éditions pour donc des classiques. Grand classique de la littérature. De la littérature, en l'occurrence, il se lance avec 3 bouquins: Le Orgueil et Préjugés de Jane Austen, Les Trois Mousquetaires de Alexandre Dumas et Le Fabuleux Portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Le Fabuleux Portrait, ils l'ont... Non, il s'appelle Le Portrait, mais c'est moi qui dis qu'il est fabuleux parce que c'est un bouquin que j'adore. C'est un super roman. Avec donc 3 autrices qui s'occupent à la fois de faire des illustrations à l'intérieur, mais aussi tout ce qui est de couverture. Donc Anaïs Flony, qui a notamment fait Rivage lointain chez Dargaud, dont j'ai déjà parlé dans ce podcast, en vous le recommandant, qui est une BD absolument formidable. Juliette Brocal, qui elle va sortir une BD qui a l'air tout à fait aussi formidable, qui s'appelle La Langue des Vipères aux éditions Rue de Sèvres, et j'ai complètement loupé leur Ulule pour une édition collector qui avait l'air complètement charmée, donc j'ai un peu le seum. C'est pas comme si tu baquais 99% des BD sur Ulule déjà, mais j'en bats quelques-unes, j'apporte ma contribution à l'industrie. Des fois ça passe entre les mains. Et donc Anouk Faure, qui s'occupera elle du portrait de Dorian Gray, qui elle a fait une collection, alors qui a illustré une collection de textes courts qui s'appelle Récif chez Argile, et c'est elle dont je connais moins le travail en l'occurrence, mais bon, vous voyez les visuels des couvertures et des ex-libris, toutes les trois sont vraiment très 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 fortes. Donc, et en plus ça va être préfacé à chaque fois par des gens qui ont un lien avec le texte. Donc ils ont recruté Rokhaya Diallo pour lequel, pour Jane Austen, pour Orgueil et Préjugés, et évidemment pour Alexandre Dumas. C'est ce bon gros nerd de Frédéric Sigrist qui a été recruté. Et on a Océan. Ce bon gros, ça a un sens aussi. Alexandre Dumas était un homme métis aussi, donc ça. Oui, mais c'est probablement qu'il va parler de ça. Oui. Mais avant d'essentialiser Frédéric Sigrist, je sais aussi que c'est un énorme fan d'Alexandre Dumas. Il avait fait un blockbuster sur Alexandre Dumas notamment, donc ou sur Les Trois Mousquetaires, mais donc voilà, notre compère connaît bien le sujet, et donc Océan et Ezra Baudou qui s'occupent du portrait de Dorian Gray. Donc la campagne vient de se lancer. Alors ce sont des beaux livres, donc il faut y mettre le prix. Ça c'est sûrement l'écueil un petit peu, la partie un peu plus difficile, puisqu'on parle d'ouvrages qui sont quand même à 70 balles en moyenne. Donc après c'est de la forte pagination, il y a des gros effets de fab qui sont mis en cause, faut payer les artistes et tout ça, mais bien entendu moi je comprends. C'est imprimé en France aussi, non? C'est imprimé en France, oui, non, ils essaient de le faire, ils essaient de faire les choses bien. De toute façon,
Pourquoi on vous en parle? Tout simplement parce que il y a César Bastos qui nous aide sur les First Print Awards, qui est aussi aux commandes de ce projet. Mais il n'est pas tout seul. Et c'est pas que juste il nous aide, c'est le fondateur du podcast Hommage Collatéral aussi, un ancien de l'édition qui a travaillé avec Brajlon. Enfin, c'est quelqu'un quand même de très cultivé, très intéressant, très important, qui soutient lui-même beaucoup de projets et qui est assez proche de cette scène du financement participatif. Un mec génial dont on vous recommande d'ailleurs les émissions, a priori Hommage Collatéral. Tout est encore dispo sur les plateformes. Il y a vraiment des heures d'écoute absolument captivantes. Vous avez peut-être écouté celui sur Alan Moore, notamment, qui est toujours aussi merveilleux, avec Sullivan Rouex, par Call Utile notamment. Enfin voilà, on apprécie aussi les gens qui font du bon travail en dehors de nos proximités personnelles. Tout à fait. Et donc, César Bastos et Julie Alincan qui viendront sur le podcast présenter ce projet d'ici quelques jours. Vous aurez une émission spéciale Label Ouvrage pour que il et elle en parlent et vous présentent le projet plus dans les détails. Mais vous pouvez déjà jeter un œil à la campagne avec le lien dans la description et mettre de côté pour financer ça avant la fin de cette campagne. Et rappelez-vous, parce que ça m'est arrivé récemment de passer dans les rayonnages des romans, littérature, genre, etc., à la Fnac des Halles en l'occurrence, que ce métier d'illustrateur et d'illustratrice de couverture de romans est aussi mis en danger par, encore une fois, je sais, c'est ma marotte personnelle, la progression sempiternelle et catastrophique de l'intelligence artificielle. Vous pouvez aujourd'hui trouver, franchement, des dizaines de bouquins actuellement sur les rayons, des sorties récentes, dont les couvertures sont faites en IA. Au-delà de ça, même le travail de Fab, on sait qu'on fait des économies de bout de chandelle dans l'édition, donc il faut aussi, justement, si vous aimez cet art très particulier de l'aventure et des illustrations interromans, soutenir, participer, ça fait partie ça a une vraie histoire en l'occurrence, et cette histoire va elle aussi être menacée, ravagée par ces saloperies d'algorithmes, donc pareillement les gestes citoyens pour la culture, c'est important. Voilà. Du côté maintenant de la partie plus traditionnelle de notre front page, on a une seule annonce pour l'instant du côté de la VF, et en plus ce n'est pas une surprise en tant que telle, puisque Urban Comics a annoncé l'arrivée des crossovers Superman Spider-Man et Spider-Man Superman pour l'été prochain. C'est pas une surprise puisqu'ils s'occupent déjà du Batman Deadpool Batman, et donc il n'y avait pas de doute sur le fait que c'est eux qui récupéreraient ce crossover. Mais la petite nouveauté, c'est que en plus du format coffret et single issues, ils annoncent déjà aussi une édition cartonnée standard, donc au format tel que vous le connaissez, qui n'avait pas été annoncé au départ pour Batman et Deadpool, puisque j'imagine qu'ils savaient pas s'ils auraient les droits de le faire, parce qu'il faut savoir que parfois il y a des projets où c'est compliqué de proposer une autre édition que celle qui est faite en VO. Donc les exemples les plus marquants pour la France et notamment The Walking Dead Deluxe, la version colorisée du titre de Robert Kirkman et Charlie Adlard, qui n'a droit pour l'instant d'ailleurs qu'à une édition single issues aux États-Unis, parce que ça a été un projet fait pour faire venir les gens dans les comic shops, et donc vu qu'il n'y a pas d'édition cartonnée ou TPB, en tout cas une version album, en fait il n'y a pas d'édition album de possible pour la France, comme Wolverine Revenge un peu aussi, aussi comme en version Red Band, exactement, comme les projets Red Band qui étaient Wolverine Revenge et Blood Hunt, oui. Mais sachant que j'ai l'impression que sur les Red Band il commence à y avoir des éditions cartonnées aux États-Unis, donc ça va sûrement être amené à changer peut-être pour certains formats. Enfin voilà, donc c'est des choses qui se négocient à chaque fois au cas par cas, c'est pas toujours évident, et donc quand ils ont annoncé Spider-Man et Superman puis la version cartonnée, ils ont dit en fait on vous l'avait pas dit tout de suite parce qu'on ne savait pas si ce serait faisable, et donc plutôt que d'annoncer un truc et de revenir dessus, ils ont préféré jouer la prudence et donc ne l'annoncer que lorsqu'ils étaient certains de pouvoir le faire. Donc après, moi franchement pour ce projet particulier, je trouve que l'édition coffret single issues est parfaitement adaptée au format, parce que de toute façon c'est des récits qui ne se suivent pas, c'est plein de petites histoires, et les coffrets en l'occurrence justement c'est pas comme les coffrets un peu cheap de Wolverine Revenge pour le coup, donc ils ont plutôt il y a plutôt un intérêt, mais au moins pour celles et ceux qui préfèrent l'album, parce que il y en a qui préfèrent l'album, et donc chacun a ses préférences, et ça arrivera donc au format deluxe, donc un petit peu agrandi et en lecture dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il faudra retourner son bouquin pour lire le Batman Deadpool ou le Deadpool Batman en fonction de l'ordre. Voilà, c'est un petit gimmick, mais en même temps qui s'y est peut-être aussi un peu, comme ça on le prend vraiment d'un côté DC et un côté Marvel. C'est, je pense, plus sympa, puisqu'ils l'ont fait de toute façon sur l'intégrale The One Hand, The Six Fingers, donc ils réadaptent aussi ce type de format. D'ailleurs, un titre qui avait aussi connu une publication en single issues au départ, donc tout se recoupe, la boucle est bouclée, et on ne peut pas vous parler de Superman Spider-Man pour l'instant, parce que c'est toujours pas sorti en VO. Oui. Donc on ne peut pas savoir si c'est bien ou mieux que le Batman Deadpool. Oui. Mais a priori, ce sera OK, puisque c'était OK, c'est sympathique, ça va pas beaucoup plus loin, mais en même temps, c'est quand même un projet qui a été aussi fait pour
redynamise un petit peu, apporte un peu de dynamisme dans l'économie du comics en faisant des choses qui ne se faisaient plus depuis 20 ans puisque l'industrie n'avait plus eu autant de problèmes que peut-être que depuis 20 ans. Oui. Et ça permet d'avoir des rencontres entre personnages. On est d'accord que moi, je serais Urban Comics, j'aurais fait une édition absolute pour le numéro Crypto et Jeff the Landshark, mais je ne suis pas éditeur, hélas, voilà. Donc vous êtes privé de bonnes choses. Du coup, on va passer du côté de la VO, sauf si tu veux rajouter quelque chose juste sur cette annonce. Non. Mais la VO, parce que t'as envie de parler, hein, justement, t'as envie que je te laisse la parole. Donc c'est pour ça que du côté de la VO, Red Sonja, qui a une nouvelle série ongoing cette fois, vu le succès du film sorti l'année dernière, j'imagine qu'ils se sont dit, let's go. Mais après, il y a un vrai truc que tu notais, c'était que Red Sonja n'avait eu que droit qu'à des mini-séries récemment, alors pas de vrai volume de longue durée. Non, mais c'est proportionnel à l'évolution actuelle de l'industrie. Effectivement, même chez des maisons bien installées comme Dark Horse et tout, on remarque qu'il y a une petite trouille actuellement de lancer des projets sans limitation de durée. C'est pas du tout anormal. Même Marvel, hein, rappelez-vous, on en a parlé à plusieurs reprises. L'avantage de la correspondance de Tom Brevoort sur Substack, c'est que il est assez ouvert dans ses paroles et dans les réponses qu'il propose aux gens, parfois en étant un peu sec. Quand on lui posait la question de pourquoi est-ce que les séries de la ligne X-Men From the Ashes s'arrêtaient presque toutes au bout de 12, 13, 14 numéros, il expliquait, et c'était assez... Que les contrats étaient signés pour 10 numéros reconductibles si ça marche. Exactement, et c'est naturel. Genre, les séries en ongoing ne sont pas commandées avec un 8 inversé pour dire, voilà, t'auras infini de numéros et on verra si un jour on arrête. Non, il y a toujours une période prévisionnelle qui est commandée. Je pense que c'est pas forcément vrai, hein, parce que si tu regardes quand ils avaient annoncé le retour de Vertigo, ils avaient dit on a pris tous ces gens pour faire des ongoing, c'est-à-dire que quand ils pitchent leur projet, tu peux t'attendre à ce que justement quand on te dit que t'es pas limité par 10 numéros, tu dis ok, en fait mon arc de départ il sera sur 15 ou sur 20, ce qui permet quand même d'avoir une autre perspective de narration. Bien sûr, ceci étant, on se souvient que Christian Ward avec son double face espérait pouvoir être renouvelé pour une saison 2, ce qui est arrivé pour le Swamp Thing de Ramvé, pour la Poison Ivy de J. Willow Wilson, enfin, dans le super-héros, en tout cas, pour les produits sous licence ou les marques comme ça, on commande 10, 12 ou 14 numéros, et après, on fait le bilan en cours de route de est-ce que ça vaut le coup de renouveler ou pas. Red Sonja rentre un peu dans ce cas de figure, dans le sens où c'est pas un personnage de Creator Owned, enfin, c'est une licence, hein. Red Sonja, elle appartient à Red Sonja LLC, qui a un partenariat exclusif et a priori pour le reste de l'existence du personnage avec Dynamite Entertainment. Je sais même pas si Nick Barbucci a pas directement des parts dans Red Sonja LLC depuis le temps qu'ils exploitent la marque. Ça fait plus de 20 ans maintenant aujourd'hui. Il y a jamais eu de renégociation ni rien. C'est Red Sonja appartient ou alors elles sont tacites, quoi. Mais je me demande même s'ils ont pas acheté les droits à vie en l'occurrence, parce que c'est très curieux qu'il y ait jamais eu, tu sais, de bifurcation, ou que les mecs qui ont Conan n'ont jamais voulu tenter de racheter en mettant un gros chèque et tout. Bref, c'est un autre débat. Mais en l'occurrence, c'est vrai que Red Sonja comme Vampirella, comme Hellboy, comme tous ces machins-là, n'existe plus que par le prisme des mini-séries occasionnelles. Et c'est pas anormal, puisque en fait, ça permet de faire venir d'autres équipes créatives en rotation pour un petit concept que tu vas exploiter le temps que 5, 6, peut-être 8 numéros. Donc on a eu des belles équipes créatives, hein, relativement récemment. Il y a Christopher Priest qui était arrivé pour faire une petite histoire de Red Sonja en parallèle de ce qu'il fait sur Vampirella, probablement pour s'occuper un peu, parce que c'est vrai que ça fait quand même 5 ans maintenant, non, ça fait 6 ans maintenant qu'il est sur Vampirella, avec des volumes en fait qui sont de l'ordre de 6 à 10 numéros pareillement. On a eu quoi d'autre? On avait eu Palmiotti et Simon, mais ça commence à faire un petit bail, ça, par contre. Panosian était venu faire un petit projet aussi, en scénario seulement. Alors là, en l'occurrence, c'est une ongoing qui n'a d'ongoing que le nom, encore une fois. Si ça, au bout de 3, 4, 5 numéros... Oui, si ça ne prend pas, on imagine que ça s'arrêtera. Voilà. Oui. Et de fait, ça n'empêchera pas Dynamite de continuer à exploiter Red Sonja, puisque c'est le personnage le plus exploité en interne. Là, on a vu le crossover avec Evil Dead. Auparavant, on a eu le crossover avec Mars Attacks. Auparavant, on avait eu Sonjaverse. On a eu Sonjaverse qui était encore plus vieux, mais même depuis, on avait eu une version démoniaque de Red Sonja. Enfin, il y a eu le multivers des Red Sonja, comme tu le disais. Donc voilà, c'est leur Batman, c'est leur Dark Horse, c'est leur Spawn. Enfin, même non, c'est pas leur Spawn, parce que Spawn est quand même relativement... Non, si. Aujourd'hui, oui. Ouais. Je veux dire, voilà. C'est leur Spawn, voilà, exactement. C'est leur cheval de bataille, c'est leur figure de proue. Plus que Vampirella dans le présent, d'ailleurs. D'ailleurs, est-ce que tu as dit qu'on avait fait un podcast thématique sur Spawn?
On a fait un podcast thématique sur Spawn. Ah, merci de le rappeler quand même. Frédéric Sigris, Fabrice Fadiga, Thierry Mornay, Arnaud Tomassini, Olivier Corentin. Nous avons parlé de Spawn pendant 2h30. C'est qui ça, Arnaud Tomassini? Arnaud Tomassini, tu connais pas. Je connais pas. C'est un vieux réflexe sur Oui, c'est ça, clairement. Voilà. Red Sonja, par contre, je sais pas si un jour on fera un podcast dessus. Parce qu'honnêtement, il y a quand même beaucoup de trucs qui sont de piètre qualité. Néanmoins, voilà. Donc, le personnage revient. Ce serait intéressant. Ouais. Et voilà, je ne me souviens plus. Le scénariste était pas trop mal dans mon souvenir. Et j'ai un trou. Donc déjà, la série s'appelle Red Sonja, She-Devil with a Sword. Oui, qui est son nom complet. Et donc c'est Rory McConville justement qui vient de Spawn, voilà. De Medieval Spawn et de Spawn. Et c'est Pablo de Bonis qui a fait un titre qui s'appelle North Bend. Chez Scout Comics, qui a un coup de crayon pas très heureux malheureusement. T'as les planches plus basses. Ouais, non, les couvertures sont chouettes, mais c'est vrai que les planches intérieures, tu fais... Oh. Bah, c'est toujours le cas, malheureusement. C'est assez basique comics. En fait, Dynamite a quand même pas mal de bons scénaristes au fil de son évolution. Tim Seeley est venu récemment, c'est lui qui a fait le crossover avec Evil Dead. On a eu Panosian, on a eu Palmiotti, on a eu Mark Russell, on a eu Mirka Andolfo, tout ça en l'espace de 5 à 10 ans, je crois. Donc ils ont et Christopher Priest, pareil, il coûte de l'argent. Ils ont les moyens, mais ils préfèrent mettre la thune sur le scénario. Ce qui est paradoxal pour une boîte comme ça, parce que c'est quand même une boîte qui a beaucoup de personnages féminins, dévêtus, pour des séries de genre. Donc tu te dirais que naturellement, avec des couvertures cosplay pour appâter le chaland. Là, ils ont pris une nana qui est plutôt habillée pour la variante cosplay de cette fois-ci. Ils ont pris, c'est Women of Wonder, je crois qu'il y a un collectif de cosplayeuses qui participent du truc. En général, c'est Rachel Holland qui fait les variantes Vampirella. Et Rachel Holland, voilà, c'est une nana qui est plutôt bien foutue. Mais il casse cette image, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi. On dirait que Dynamite veut quand même se séparer un peu de son côté. On fait de la prod poubelle pour les éjaculateurs précoces, on va dire, au prétexte d'un truc mais attends, à une époque, c'était Miss Fury qui va se taper un mec par numéro. C'était déjà Taurus et les variantes de Paul Renault qui étaient très belles, mais c'est déjà Taurus. C'est du sexy, quoi. Mais je te dis pas le contraire. Je te dis que là, ils veulent un peu casser cette image-là. On n'a pas eu de vrai projet où tout le monde s'est regardé dans le blanc des yeux en disant non, là, vous foutez de la gueule du monde. Là, c'est vraiment juste pour avoir une bonne meuf sur les covers. Depuis un bail, Vampirella est en bon état de forme. Red Sonja, il y a eu des bonnes séries récemment. Et encore une fois, ils ont mis de l'argent dans les plumes, dans les scribes, dans les gens qui écrivent ces produits-là. Maintenant, le problème, c'est qu'il faudrait compléter la quadrature du cercle en allant chercher aussi, c'est malheureux, mais ça s'appelle bande dessinée, donc voilà, des artistes des bons dessinateurs, plus grand talent. Ouais. Il arrive parfois qu'ils en prennent un ou deux en sortie d'école, entre guillemets. C'est pas de mauvais jeu de mots, merci. Qui justement veulent démarrer dans la carrière et donc vont faire une petite piche chez Dynamite avant de bifurquer vers autre chose. Au global, malheureusement, la qualité graphique générale est assez basse, ce qui sera encore le cas cette fois-ci. Bon, côté scénario, il y a une armée qui fait la révolte dans un royaume d'Irconia. Red Sonja est embauchée pour protéger la princesse et elle va casser des gueules et voilà. Enfin, ça a l'air assez basique. De toute façon, il y a pas 40 façons d'écrire Red Sonja. Enfin, si, il y a plein de façons d'écrire Red Sonja, mais en l'occurrence, celle-ci a l'air d'être assez simple. J'en profite pour placer, si vous n'avez pas eu le temps de la rattraper, la série Babs de Garcenis et Jason Burrows, qui est une parodie en fait de Red Sonja, est vraiment sympa. J'ai pu la découvrir et commencer le volume 2 là récemment. Et sinon, je crois qu'on avait déjà conseillé des lectures dans le Cocopédia du podcast Red Sonja. Donc voilà, c'est peut-être un point déjà beaucoup trop long pour une actualité Red Sonja. Oui. Donc si tu veux enchaîner, n'hésite pas. Oui, je voulais que tu enchaînes avec juste la petite annonce d'un nouveau titre Bad ID là avec Mark Waid et David Lafemme qui s'appelle When I Was 5. Ça va être beaucoup plus rapide, on ne sait rien sur ce projet. Là cette semaine, donc c'est l'événement Comics Pro. Donc, Comics Pro, c'est Comics Professional Retailers Organization. Donc c'est le grand rassemblement. C'est un peu comme une énorme réunion Canal BD c'est ça. de Donc, les Professional Retailers Organisation, c'est le syndicat des libraires, on va dire, enfin le syndicat. C'est un groupuscule de libraires qui sont... regroupement des libraires professionnels. Plus d'une centaine, je crois, ils sont entre 100 et 140. Ça va dépendre des années. Et c'est pour ça que l'analogie avec Canal BD est bien faite, parce que faut savoir que parfois il y a des réunions de super libraires, enfin organisées avec des groupements, voilà, des chaînes de librairies spécialisées. Donc là, quand t'as une centaine de personnes ou même 200 personnes, faut savoir que les retailers, on estime que c'est plutôt vers les 3000 comic shops qu'on a dans les États-Unis. Donc là, c'est un groupuscule.
Oui. de retailers, mais qui sont sûrement parmi un peu les plus importants. Et ça permet... Certains ont peut-être plusieurs boutiques aussi. Voilà. Certaines maisons d'édition, en fait, qui vont présenter, justement, qui vont faire un peu des bilans sur le marché et présenter des nouveautés, annoncer des nouveaux projets. C'est ça. Alors, ils louent un hôtel à Glendale, dans le quartier de Los Angeles. Donc, c'est pas ouvert au public, c'est pas une Comic-Con. Non, néanmoins, il y a quand même professionnel, ouais. Voilà, il y a quand même souvent des annonces qui sont du coup formulées à ce moment-là parce que ça tombe au début de l'année. Les éditeurs doivent un petit peu flatter les libraires dans le sens du poil et aussi promettre. Et les rassurer, ouais. Voilà, les rassurer. C'est pour ça que l'année dernière, les crossovers avec Marvel DC avaient été annoncés à Comics Pro parce que c'était à leur attention, entre guillemets. Le but était de dire, vous inquiétez pas, on va vous offrir un petit poumon économique cette année, ça va être Batman Deadpool. Et il se trouve que ça a très bien marché, qu'ils ont validé ensuite une seconde saison de crossover. Là, par exemple, effectivement, Bad ID, qui est notoirement très proche des libraires, le modèle original de Bad ID s'est tourné vers les librairies spécialisées, beaucoup plus que la grande distribution, je mets des guillemets, qui concerne Marvel et DC, on va dire. Bad ID, c'est exclusif aux libraires spécialisés. Et c'était, voilà, ils avaient cette politique de un numéro par client, entre guillemets, pas de réimpression. Alors, ça a été revu et corrigé depuis, mais ils se sont adaptés. Ouais. Voilà, ils font encore un gros travail pour fidéliser les libraires ou qu'à l'inverse, les libraires fidélisent les lecteurs de Bad ID. Donc là, ils ont dit, on a 5 annonces majeures qui vont tomber pendant Comics Pro, avec leur fameuse tactique de jeu de piste, puisque c'est aussi de grands guélurons. Nos amis de chez Bad ID, la bande à Dinesh, ils aiment bien le côté un peu, ouais, on a fait des cailloux, on a mis un logo dessus, tiens, c'est collector. Ou alors, on va crever le mois prochain, on va crever les gars, je vous promets, c'est pas une blague, etc. Ah non, on n'est pas mort en fait. Voilà, c'est ce genre d'abrutis en fait, mais ils sont géniaux, hein, mais c'est les abrutis. Bah, il y avait un truc, mais je pense que peut-être les gens qui nous écoutent depuis longtemps, je l'avais déjà dû la raconter, mais la dernière fois que j'étais allé à la New York Comic Con en 2022, en fait, ils offraient certains numéros, notamment il y avait le premier numéro de Orc Island à l'époque, donc l'île aux orques de Joshua Dysart et Alberto Ponticelli. En fait, ils les offraient si tu prenais une pancarte Bad ID et que tu allais pendant un quart d'heure patrouiller dans la New York Comic Con avec ta pancarte et voilà. Ouais, c'est vraiment c'est les Du coup, je l'avais fait, ça marchait très bien parce que les gens me demandaient qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que c'est que cette pancarte et tout, et tu leur dis en fait c'est Bad ID, c'est un éditeur, ils font ça, ils organisent et tout, et en fait c'est comme ça que ils sont quand même vraiment intelligents parce que ils ont quand même produit de très bonnes séries. Alors c'est aussi grâce au réseau qu'ils avaient développé à l'époque de chez Valiant, ils ont quand même des très très grosses signatures chez Bad ID. Et notamment, pour rebondir du coup sur l'actualité qui nous occupe aujourd'hui, David Lafemme va faire une mini-série dont on ne sait pas combien de numéros elle va prendre, et à chaque numéro, il sera accompagné par un grand scénariste du secteur, en l'occurrence Mark Waid, pour commencer avec When I Was Five. Ce qui participe d'un truc tout bête, c'est que David Lafemme, je sais pas s'il est intéressé au capital de Bad ID, mais honnêtement, il travaille quasiment exclusivement avec eux. Ouais. Il a fait, ça a été lancé récemment, Good as Dead, Uncle Ward Pizza Detective, ça c'est avec Venditti, qui est un truc, une parodie. Il a fait The Ends aussi. Comment? Il a fait The Ends. Oui, tout à fait. Qui est sorti là l'automne dernier chez Bliss et qui est excellent, que je vous recommande fortement, surtout d'ailleurs en plus avec le climat actuel, on va dire, en France. C'est une lecture un peu cathartique. Et la femme aussi qui travaille avec Dan Hauser, scénariste des jeux GTA, pour une BD. Ah putain, merde, je l'ai rattrapé récemment, j'ai déjà oublié le titre. American quelque chose. American Caper, non? Oui, tout à fait. C'est absolument. Si vous aimez GTA, c'est bien, c'est super marrant. C'est South Park et GTA, c'est très très bien écrit. Cool. En l'occurrence, c'est pas du Bad ID, mais c'est pas gravissime. Néanmoins, voilà, la femme, ça fait partie des très grosses signatures qu'ils ont. C'est un géant de l'industrie, c'est l'un des grands révolutionnaires du polar indépendant avec Stray Bullets. Donc c'est un peu une ode à sa gloire. Tous les scénaristes qui voudront travailler avec lui pourront. On n'a pas de détails, ni de date de sortie, ni de visuel, ni que dalle. Enfin, on a une couverture. Voilà, on a juste l'effet d'annonce. Façon Bad ID, et ils feront donc une Alors c'est tout bientôt, hein, vraiment, je crois peut-être même aujourd'hui. On est le 19 là quand on enregistre. Ils feront une conférence, ils feront même 3 conférences, je crois, avec les libraires. Et ils ont précisé, alors là pour le coup c'est bien parce que nous on vous en parle, on vous dit ouais ça a l'air super bien. A priori il y a 0 chance qu'on lise ce projet un jour, puisque les numéros de ce projet de David Lafemme seront exclusifs aux 99 libraires qui viendront assister à la conférence. Ils récupéreront leur copie sur place, il y aura pas de catalogue de commande, il y aura pas de livraison, il y aura pas de réimpression, il y aura pas de trade. Et tu dis ouais, ok, super. Et donc probablement qu'un crétin va acheter son numéro après le foot sur eBay pour $900.
Oui, après, mais bon, c'est Bad ID, quoi, entre guillemets, c'est le modèle de la rareté. Oui, c'est leur modèle. Et puis, on sait très bien que ce modèle, maintenant, il est assoupli, notamment par le fait qu'on a une certaine maison d'édition qui s'appelle Oreo Bliss, qui a les droits à l'international d'exporter des projets. Donc, le côté, ça ne sera que pour une centaine de comic shops, c'est vrai, peut-être aux États-Unis. Rien n'indique que ça va l'être pour l'international parce qu'ils veulent quand même être lus aussi. Probablement. Et après, donc, au prochain front page, on aura beaucoup plus d'annonces. On imagine, de Comics Pro. Comics Pro. On verra. Parce que là, ça se termine dimanche. Il y en a une quelques-unes. Là, on va y passer, parce que là, tous les trucs d'IDW, en fait, ont été faits en amont de Comics Pro. Le Red Sonja aussi, c'est pour Comics Pro. Notamment, IDW, qui après son label IDW Dark, qui est dédié à l'horreur, ils annoncent IDW Crime, qui est donc dédié au registre du policier, et du policier dans tout, enfin, du polar aussi, du thriller, enfin, voilà, tout ce qui implique un peu des crimes, c'est dans le titre, il n'y a pas de piège. Un label qui est mené par Heather Antos et Jake Thomas, éditeurs qui sont assez maintenant reconnus dans l'industrie des comics parce qu'ils ont une carrière de longue date. Donc ils ont annoncé 3 premiers titres qui arriveront à partir du printemps prochain et qui seront déclinés. Il y en aura un tous les 2 mois grosso modo. Le premier, ça s'appelle Seven Wives, donc ça nous vient de Zoé Tunnel et Vi Gagnon. Voilà. Quoi? Ah, je connais pas ces noms. Non, mais alors, tous les noms qui vont être annoncés, vous ne les connaissez pas. C'est des gens soit débutants, soit qui ont fait des trucs vraiment trop dans l'indé, et clairement qui n'ont jamais été édités, ou alors peut-être à de très rares occasions en France. Je pense qu'aucun n'a été édité en France pour l'instant. Donc Seven Wives, c'est un peu la version cauchemardesque de la série télé-réalité là, Les Femmes de Mormon, puisque en gros ça se passe dans une communauté de Mormons. Il y a un Mormon qui avait 7 femmes qui est assassiné, et donc c'est un whodunit. En gros, c'est une enquête pour savoir laquelle des 7 femmes est la meurtrière. Ça, c'est en gros le pitch. Le deuxième pitch, qui est plutôt rigolo aussi, qui s'appelle Killer Influences. Donc, c'est Joy Esposito qui a fait The Pedestrian, dont on avait parlé, je crois, peut-être à un moment ou un autre, mais pareil. Ça m'évoque rien, mais peut-être. Et Valeria Burso qui a fait une histoire dans Epitaph from the Abyss. Ça, c'est présenté comme une satire criminelle. En fait, t'as Melvin qui est un tueur. Si, The Pedestrian, oui. Tu vois ? Tout à fait, oui, tout à fait. C'était chez Magma, ça. Ouais. Donc Melvin, c'est un tueur en série qui est tellement méthodique et tellement quali qu'en fait, il a réussi à passer sous les radars, en gros. Et par contre, il y a une nana en face qui s'appelle Kylie, qui est une influenceuse true crime. Du coup, qui le contacte pour lui dire bon, vas-y, on va passer un deal. En fait, je vais te mettre en avant, mais faut que tu continues de tuer comme tu le fais. Comme ça, moi j'ai de la fame et toi, bah aussi tu auras de la visibilité. En gros, et donc bien entendu, ce genre de partenariat, ça ne peut mener qu'à des choses pas ouf. Donc voilà, je pense que ça peut être plutôt fun. Vraiment Killer Influences. Et le troisième, ça s'appelle Fixation, et c'est l'histoire d'un type qui met des chevilles dans des murs en placo et ça marche pas, quoi. Moi j'allais sur Vivel Dop. Ah voilà. Fixation de béton. Oui, c'est ça. Non, alors pas du tout, bien entendu. Là, c'est écrit par Amy Chase, qui faisait des backups dans New Burn. Et c'est dessiné par Savannah Meyer, qui a fait la série Return to Sleepy Hollow chez IDW Dark, justement, qui est très bien. Un de ces titres qui est fait en association avec Paramount. Au moins, il y a eu du vrai talent scouting en l'occurrence. Bah là, ils sont vraiment, oui, c'est clair, ils sont allés chercher, vraiment allés chercher dedans. Et donc ça, c'est décrit comme un commentaire sur le fandom toxique, puisque effectivement, c'est 2 jeunes fans qui gagnent un séjour dans la maison iconique de leur franchise de vampires favorite, qui a été adaptée au cinéma, sauf qu'ils ne savent pas que il y a un tueur dans la maison qui compte bien en fait continuer d'alimenter la franchise avec du vrai sang cette fois. D'accord. Donc pourquoi pas aussi, quoi. C'est un peu diffus à chaque fois, mais bon voilà, donc 3 registres assez différents quand même. Même le dernier tourne un peu vers l'horreur plus que vers le pur polar, on dirait. Le second aussi potentiellement. Le second, ça a l'air de c'est une satire horrifique, satire, mais après c'est un peu une version satirique de, je sais pas, je dirais. De Head Gain. Hein? De Head Gain. Ouais, ou de Seven, j'allais dire, tu vois, où en fait au lieu de le traquer, il le cherche pour le filmer, quoi, tu vois, mais. Ouais. Mais donc voilà, je pense que. Pourquoi pas? Écoute, c'est vrai que IDW, alors je sais pas si c'était Heather Antos particulièrement, mais Beneath the Trees, on connaissait pas spécialement l'auteur-dessinateur avant de commencer à lire le projet. C'était une très belle découverte. Il y a des équipes qui font du bon travail chez IDW. On va
On va probablement parler de Godzilla juste après, mais Ouais, dans pas longtemps. Ouais. il y a une envie un peu de remettre la boîte sur les bons rails. Pour rappel, IDW, ils ont Perdu de l'argent. Voilà, ils ont beaucoup couru après les adaptations, on en a déjà parlé 10 fois, au point de se casser un peu les dents et de vider les caisses. Ça a l'air d'être un peu moins l'objectif dans le présent. Je pense qu'ils ont compris que le vent avait tourné. Les projets qui étaient développés par Mark Doyle, bah, pour la plupart ils n'ont pas eu lieu. Donc, j'ai l'impression que par petits pôles de compétences, ce qui est plutôt intelligent en l'occurrence, ils essaient de trouver ce qui marche actuellement sur le marché. Et là, effectivement, à l'énoncé des pitchs que Arnaud vous a listé, ça doit vous évoquer probablement d'autres trucs, parce que on sait que l'horreur, c'est un créneau porteur. Bam, IDW Horror arrive. On sait que le crime, bah, enfin voilà, c'est aussi pareil un sous-genre qui est assez fan, qui est assez consommateur régulier. Bah, on a parlé juste avant de David Lafemme, c'est un truc qui ne se démode pas forcément. Voilà. Et puis même le côté true crime, enfin il y a une vraie scène de comics qui parle de ça. Même chez Ignition, ils avaient annoncé un projet qui pareil parlait des podcasters true crime et tout. Donc à mon avis, ils recherchent plus à suivre des tendances plutôt qu'à prendre des risques. Tout en prenant des équipes créatives qui sont relativement méconnues, donc ils pourront garder sous clé dans la foulée ou en cas de succès. Honnêtement, c'est pas idiot du tout. On sait aussi d'ailleurs qu'à côté de Vertigo, le nouveau Vertigo va relancer des formats de polar, des formats d'horreur. Donc il y a un nouveau petit bouillonnement, j'ai l'impression, entre Ignition, entre Vertigo, d'une envie de remettre un petit peu la création originale dans des genres bien codifiés, et donc un peu moins risqué sur le devant de la scène. Accessoirement, c'est aussi l'année de la série Criminal de Ed Brubaker et de la série Spider Noir de Sony Pictures, enfin Sony Télévision. Donc peut-être que ça y est, la fiction détective va redevenir un truc vraiment très très fort en 2026. À voir. Je n'ai pas spécialement de grief envers IDW. C'est une boîte qui a fait des bêtises, mais c'est pas une boîte qui m'a jamais été hostile ou quoi. Donc, écoute, je leur souhaite le meilleur, Arnaud Kikou. Très bien, merci beaucoup Si tu regardes. Corentin. Et justement, alors avant de passer à Godzilla, ils ont aussi annoncé un one-shot, The Last Ronin, qui continue son exploitation, hein, visiblement, puisque on sait très bien, parce que Kevin Eastman, c'était à la Comic-Con de France là 2024, qui nous avait déjà dit à nous, en plus, à une question que je lui avais posée pendant sa conférence, sur le fait qu'il était déjà au travail sur un Last Ronin 3, que ce serait bien une trilogie avec Tom Baltz. Donc ça, on le savait déjà, mais pour patienter, ils font un peu comme avec le one shot le The Lost Day, et donc ils proposent des petits appendices. Avec là, c'est un numéro qui s'appelle Training Day, comme le film. Oui. Le film de qui là? Antoine Fuqua. Merci. Donc dans lequel en fait c'est David Ayer au scénario. Voilà, avec David Ayer. Ça se passe entre les numéros 3 et 4 de la série originelle, donc avec Michelangelo qui est toujours en vie et qui va entraîner Mary Casey Jones, en fait. Et c'est comme ça qu'elle aura son costume après, qu'on verra un peu dans le futur. Donc, et ça se passe en 24 heures, donc c'est vraiment Training Day. Voilà, Training Day. Donc c'est coécrit par qui ça? Par Eastman et Waltz, hein, toujours. C'est toujours les frères Escorza et Ben Bishop qui dessinent. Donc c'est vraiment la team un peu qu'on a l'habitude de retrouver sur cet univers. Et ça sortira au mois de juillet prochain. J'ai envie de dire un peu à nos corps défendants pour ce qui concerne les Escorza, malheureusement. Mais c'est un avis très personnel. Peut-être qu'il y a des gens qui adorent le coup de crayon des frangins, mais personnellement, a toujours été mon reproche. D'autres reproches graphiques entre temps. Le fait qu'il tire un peu sur la corde et que Revolution était quand même pas terrible, quoi. Ouais, mais puis même le fait que graphiquement il y ait cette désunion graphique entre le premier numéro. Pour moi, The Last Ronin, la promesse de The Last Ronin en fait fonctionne mieux sur le premier numéro qui a été sorti. Et après, toute la pause qui s'en est suivie. Et on va pas refaire le débat à chaque fois. Non. Mais je sais pas, j'ai l'impression quand même d'un soufflet qui s'est dégonflé au ralenti en fait depuis jusqu'à aujourd'hui autour de cette licence. Et parce que la suite est pas, la proposition d'avoir une nouvelle génération de tortues est pas forcément inintéressante, mais c'est tiré sur la corde, comme tu l'as dit. À mon sens, c'est pas un truc qui est, je sais pas. Alors eux diront probablement que si, mais je pense pas que c'est un truc qu'ils avaient prévu dès le départ. À mon avis, The Last Ronin. Non, c'est parce que ça a tellement bien marché. Mais ils l'ont dit, de toute façon, ça avait tellement bien marché qu'ils se sont dit, bah oui, on va pas Moi, ça aurait pu être le dernier combat de Michelangelo contre les héritiers du Shredder. Il meurt et point, c'est tout. Ouais. Et le fait est que, malheureusement, ça sent qu'ils ont un peu bricolé des idées ensuite, sans vraiment peut-être prendre le temps effectivement de réfléchir à tout ça. Alors là, le numéro Training Day, il n'y a pas de raison que ce soit raté. En l'occurrence, en plus, c'est aussi une façon pour eux de ramener Michelangelo d'entre les morts pour un petit bonus.
un numéro d'entraînement, bah pourquoi pas. Si le titre a été choisi pour rendre hommage au film de Fuqua, ce dont je doute un peu, il y a des choses à faire hein, au niveau noirceur, au niveau rapport à la morale et au désespoir et tout. Donc pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'effectivement, moi, j'ai un peu, ça m'intéresse moins. Cette licence m'intéresse un peu moins dans le présent. Limite, ce qui m'intéresse plus, ce serait de voir le jeu vidéo sortir. Mais pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles. Donc voilà. Très bien, ouais. Mais du coup, Corentin, tu mentionnais Godzilla juste avant. Tu m'écoutais là? Oui, je t'écoutais. Mais je voudrais passer à la suite parce que tu nous parlais de Godzilla juste avant. Oui. Et donc, j'ai envie qu'on parle un petit peu de ce Godzilla avec la mini-série The Horror of Godzilla qui est a priori une relecture des origines, donc peut-être même un remake en fait du premier film, mais adapté au contexte de ce nouvel univers partagé qu'on a avec Godzilla qui est le la Kaisei Era. C'est ça. Vas-y. Alors, pour rappel, faut peut-être pas non plus faire un point totalement chronologique. Il doit y avoir encore sur France Inter le blockbuster qu'on avait fait avec Nikozilla et Fabien Moureau autour de Godzilla et Frédéric Sigrist avait eu la gentillesse de nous inviter si ça vous intéresse d'avoir un peu les détails de l'origine même du premier film Godzilla d'Ichiro Honda et Tomoyuki Tanaka, Eiji Tsuburaya, Akira Fukube. Mais grosso modo, voilà, dans l'idée, Godzilla, quand il apparaît en 54, c'est une réponse aux tests nucléaires qui sont effectués à l'époque dans le Pacifique, à la bombe atomique sur Hiroshima et sur Nagasaki, et aussi aux mutations, enfin aux radiations, plutôt à l'effet des radiations sur les pêcheurs de Tokyo, du Japon en général, qui étaient exposés donc effectivement aux retombées radioactives. Et le fait est que du coup, c'est ce qui donne sa noblesse, son utilité politique, sociale, même quelque part un peu psychologique à Godzilla, qui incarne donc effectivement l'angoisse du Japon et quelque part aussi le nouveau Japon, puisque ce Japon-là, justement, c'est encore, quand le film sort, un Japon qui sort tout juste du protectorat imposé par les États-Unis, même de la, comment dirais-je, de la mise sous tutelle du pays par les États-Unis. Et après, petit à petit, le personnage va évoluer en fonction de la mentalité japonaise. C'est-à-dire que quand on rentre dans les années 60, la télévision devient le vecteur dominant, les Super Sentai commencent à arriver, le Japon consomme, le Japon va bien, le Japon est en plein miracle économique. Donc Godzilla devient une créature plus joyeuse, plus légère, les enfants prennent plus de place dans l'univers de Godzilla. Puis après, les années 80 arrivent, on a la peur de la guerre froide, là on a la peur de la bombe nucléaire qui revient, donc Godzilla est rebooté, redevient une créature plus ténébreuse, et en même temps, il y a la consommation frénétique aussi des années 80. C'est un peu les années shonen quelque part, donc Godzilla devient un super-héros qui, dont les pouvoirs vont évoluer. Puis après, c'est les années 2000, on sait pas trop comment se positionner par rapport au nouvel ordre mondial, on a un peu peur d'avoir perdu avec la technologie nos racines, donc on fait la Millennium Era, et là, Godzilla va se réinventer à chaque film. Parfois, c'est l'incarnation des fantômes, des soldats japonais tombés au combat. Des fois, c'est juste un alien, une créature qui effectivement est à la fois dangereuse, mais il faut s'habituer, etc. Voilà. Et après, Shin Godzilla apparaît, c'est le Godzilla post-Fukushima. Et puis après, l'extrême droite revient très très en forme au Japon. Il y a une nostalgie assez vénère, un négationnisme par rapport aux agissements du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Du coup, on fait Godzilla Minus One. Voilà. Donc ça a toujours été un reflet de tout ça. Chez IDW, c'est une boîte américaine. Ils ont pas conscience en fait vraiment. Enfin, je pense qu'ils en ont conscience. Ils sont pas idiots. Les gens qui font ces BD ont fait de leur recherche, leur devoir. Néanmoins, l'optique actuellement chez IDW n'est pas spécialement de faire un Godzilla qui va représenter tout ce que je viens de vous dire, mais plutôt de faire un Godzilla qui pourrait aller bouffer un peu la laine sur le dos de Skybound Entertainment. C'est-à-dire que Skybound, ils ont fait leur univers Transformers G.I. Joe, qui a bien marché, hein, c'est des bonnes séries et tout, autour de l'idée que le carburant des Transformers, donc l'énergie Energon, du coup se trouve sur Terre parce que les Transformers se trouvent sur Terre et que les humains, donc à travers les G.I. Joe, vont commencer à l'utiliser pour en faire des armes. Voilà. Donc IDW s'est dit c'est bien parce qu'effectivement Godzilla, Transformers, ça parle un peu au même public. C'est un peu la même génération de consommateurs. C'est très les années 80-90. La culture geek, vraiment dans le côté collectionneur de figurines. Donc nous, on pourrait faire pareil. Et donc là, ils vont chercher Tim Seeley. Et Tim Seeley leur dit, on pourrait dire en fait qu'il n'y a pas d'énergie nucléaire. Godzilla n'est pas l'allégorie du nucléaire ou de la bombe atomique.
ou des radiations ou de la radioactivité, on pourrait dire qu'il existe une technologie une énergie qui alimente l'existence même des kaiju. Et comme kaiju, voilà, kaisei, je crois que ça veut dire énergie ou source de pouvoir en japonais. Mon japonais était encore très très basique, hein, désolé. Mais voilà. Le fait est que c'est ça qui alimente ce truc-là. Et donc, effectivement, la série a été lancée. C'est très futuriste, c'est très Godzilla Defense Force. Moi, j'aime bien, ça se lit. Voilà, si vous êtes fan des Power Rangers de Boom Studios, c'est un peu du même acabit. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème, du coup, en fait, à réécrire un peu ou à effacer cette allégorie du nucléaire, notamment en voulant réécrire les origines de Godzilla? En fait, ils la mettent quand même, mais ils disent pas que c'est le nucléaire. En fait, ils en font plus un truc sur la crise énergétique, et c'est de l'arrière-plan. Après, l'histoire proprement dite, c'est tu vas suivre, entre guillemets, les aventures de super-héros, de militaires, / protecteurs du Japon, quoi. Et donc voilà, et Godzilla est là, il est à la fois gentil, pas gentil, c'est pas dégueulasse, honnêtement. Franchement, okay. Pareil, la nouvelle série qui est sortie, tu sais, où il y a un vaisseau Mechagodzilla dans l'espace, là. C'est pareil, ça, c'est sympa. C'est sympa. Okay. C'est juste que c'est pas du Godzilla canonique, mais c'est sympa. Donc là, ils se sont dit, effectivement, on a nous viré la bombe, on a viré les pêcheurs qui étaient irradiés et tout. Donc ça veut dire que notre Godzilla à nous, il a pas la même origine. Et là, Ethan Parker et Griffin Sheridan, qui sont donc les deux scénaristes de la nouvelle série Marvel Zombie, qui a été annoncée là pour le mois de mai-juin chez Panini. Et dans le dernier podcast, je vous disais, c'est plutôt une bonne série Marvel Zombie. C'est-à-dire que si vous avez aimé le volume de Kirkman et le volume de Mark Millar, vous allez plutôt vous y retrouver. Ces deux mecs-là, a priori, je sais pas si c'est eux ou si c'est DW qui a été les chercher, ont été embauchés pour faire une BD d'horreur Godzilla qui se passerait donc pendant les événements du film 54, mais qui serait donc canonique dans le nouvel univers Kaisei. Alors, ce que ça veut dire, pas forcément grand-chose, effectivement. Je veux dire, tu peux très bien imaginer que le Godzilla de 54, ou qui ne mentionne pas la bombe, hein, parce qu'à l'époque, c'était interdit d'en parler. À l'époque où le Japon avait une charte d'autocensure de censure imposée par les États-Unis. Rappelez-vous que dans les films du Japon entre 1946 et 1955, vous n'aviez pas le droit de parler de suicide, par exemple. Vous n'avez pas le droit de parler de la guerre non plus, parce que c'était, voilà, il y avait un contrôle total, et pas pour rien. Je veux dire, le Japon, c'était comporté n'importe comment, hein. Je veux dire, le Japon, ils avaient massacré les Chinois, ils avaient massacré les Coréens, ils avaient massacré les Vietnamiens, etc. Enfin, matez sur YouTube, si ça vous intéresse, les détails sur ce qu'était l'unité Ishii, pour savoir pourquoi le Japon a vraiment été traité comme les nazis après la Seconde Guerre mondiale. Nous, on a l'image du pays Pikachu, du pays Mononoke, etc. Mais en vérité, non. À l'époque, c'était une puissance impériale très dangereuse, qui était en perpétuel état de guerre. Et voilà, donc les États-Unis sont arrivés, ils ont imposé un sujet de censure, ce qui fait que le film Godzilla est une allégorie, mais une allégorie qui ne parle pas directement de la bombe. Donc tu pourrais imaginer que le premier film de Honda, effectivement, pourrait être canonique avec l'univers de Tim Seeley. Mais eux se sont dit, tant qu'à faire, vu que c'est quand même un chef-d'œuvre, le premier Godzilla de Ishiro Honda, allons greffer notre patte à nous là-dessus. Et donc ils ont fait une BD en noir et blanc, avec le mec qui fait la BD Event Horizon aussi, chez IDW Dark, au dessin, pour en fait re-raconter l'histoire du premier Godzilla. Donc pour rappel, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, à l'époque on s'intéresse à une communauté de pêcheurs qui en fait, voilà, dont le poisson est ravagé par Godzilla. Les légendes parlent d'un monstre géant sous-marin qui intervient périodiquement, mais c'est des légendes, personne ne l'a jamais vraiment vu. Là, Godzilla apparaît. Et en fait, un scientifique va être, va être mandaté par le Japon pour s'en débarrasser. Godzilla attaque Tokyo, rase la ville, il est chassé, il retourne dans la flotte, et le scientifique en question invente le Oxygen Destroyer, qui est la machine qui tue le premier Godzilla, qui après lui-même va revenir sous une forme ou une autre. Selon les versions, il se réincarne, selon les versions, il avait un enfant, selon les versions, ils étaient deux, etc., etc. Voilà, donc a priori, ça va être cette histoire-là. Par le prisme de l'horreur, le communiqué de presse est très insistant là-dessus. C'est un Godzilla qui fait peur, c'est un Godzilla monstrueux, c'est un noir et blanc, il y a des effets de mise en scène qui sont faits pour faire peur. Donc on va revenir un peu à l'époque où Godzilla n'était pas un Casimir géant, on va dire, parce que c'est vrai que Godzilla il fait plus vraiment peur. Dans Minus One, ils l'ont pris un peu en mode peur, et justement, c'est l'une de leurs inspirations. Ils disent, nous, pour notre Godzilla, on s'est basé sur 3 films, Godzilla 54, Minus One et Shin Godzilla, qui sont, pour les mecs comme moi, avec GMK, les 3 meilleurs films, les 4 meilleurs films Godzilla qui ont jamais existé.
Le Godzilla 84 est sympa aussi quand même. Et voilà, donc effectivement, ça peut être très sympathique. Moi, j'aime bien ce que ces deux scénaristes ont produit ensemble. Je parle beaucoup trop, Arnaud Kikou. Tu peux passer à l'actualité suivante parce que c'est des monologues sur monologues. Mais moi, ça m'intéresse. Mais on peut faire un jour, si tu veux, un podcast Godzilla. Hein. Voilà, je peux ramener Renaud. Il faudrait ramener Fabien Moreau aussi. Alors, Fabien Moreau, bien sûr. Qui a écrit un bouquin. Que j'ai, tout à fait, bien sûr. Plus, donc, il a même écrit plusieurs bouquins. Il a écrit un bouquin sur Eiichiro Honda, un bouquin sur Godzilla. C'est un expert du sujet. Très bien, on est réfléchi. Je sais pas s'il lit les comics Godzilla, en revanche, mais... Ah tiens, ouais, bonne. Il y a quand même une belle production depuis Marvel dans les années 80, donc ça pourrait être marrant de faire un petit bilan en BD de cette part de l'existence du monstre qui maintenant est partout quand même, parce que IDW fait ses comics Godzilla, Marvel fait ses comics Godzilla, DC fait ses comics Godzilla. Enfin, c'est vrai qu'il a. C'est flippant un peu limite. À côté, il y a aussi les Godzilla avec Roméo et Juliette. Enfin, il est partout. Dans les campagnes, sur nos réseaux. Exact, ils sont dans les campagnes. Du reste, du côté de l'actualité VO, on a aussi l'annonce d'un premier crossover pour le label Ghost Machine de Geoff Johns, qui va se faire, alors pas dans l'univers The Unnamed, mais dans ce qu'on appelait les Family Odysseys, donc plutôt les titres un peu aventure positifs menés par Peter J. Tomasi. Il y a 2 titres. C'est peut-être le meilleur truc de cet univers. Tu trouves? Bah c'est le seul, c'est vraiment pour être honnête, c'est le seul que je suis vraiment pas quoi pour le coup. La famille là qui est de Chrononautes. Oui, les Rockefellers. Ça, c'est bien, ça. Bah, j'avais bien aimé le premier arc, mais c'est vrai que j'ai pas suivi depuis. Ils en sont déjà, le deuxième est passé. Et puis, de l'autre côté, t'as la forme de comédie Hornsby et Halo avec les deux j'ai pas lu ça encore. Faux frères et sœurs qui sont représentants de l'enfer et du paradis et qui se chamaillent. Mais j'avoue que j'ai vraiment pas touché. Mais en tout cas, Family Odysseys, en fait, ça va se renommer, en fait, dans un univers qu'ils appellent The Unbelievables. Donc, les incroyables. C'est pas les fantastiques, c'est les incroyables. C'est pas les incrédibles. C'est pas les incredibles non plus, bah c'est déjà pris, je pense que c'est pour ça. Et donc en fait l'idée c'est vraiment de dire que en fait aux États-Unis il y a tout un tas de personnages plus vrais que nature, voilà, avec des pouvoirs qui existent. Et en fait comment introduire un peu ce concept, et ben c'est avec un premier crossover qui va se faire entre les séries Rockefellers et Halo, Hornsby and Halo, et aussi une 3e série qui va être lancée, qui sera coécrite par Geoff Johns et Peter Tomasi avec Stefano Simeone au dessin, qui s'appelle The $1 Trillion Kid. Donc c'est un gamin qui est multimilliardaire, du coup c'est le premier trillionnaire dans l'histoire de l'humanité, et qui est justement un gamin ado de 13 ans qui est passionné par le fait qu'il y a des super-héros, en fait, enfin des gens avec des super-pouvoirs qui vivent aux États-Unis, et qui va donc céder de sa fortune pour essayer d'aller tous les retrouver. En gros c'est un peu comme ça. Syndrome, en fait. C'est Syndrome. Bah, dans les Indestructibles. C'est Syndrome. Je les ai vus, mais Sérieux? C'est au début. C'est dans lequel? Dans le premier. C'est Indestructible. Monsieur Indestructible sauve un gamin qui est fan de lui, qui s'est bâti des propulseurs et tout. Et en fait, Indestructible lui dit va te faire foutre, je travaille en solo. Voilà. Le gamin est traumatisé, du coup il devient ultra riche. Il achète une île et il fait tuer tous les super-héros les uns après les autres pour rester le dernier super-héros. Il se fait appeler Syndrome. Ok. Il faut que tu le remates, ce film. Oui, non, mais je l'avais vu, mais c'est toujours un chef-d'œuvre absolu. Oui, c'était très bien. Merci pour ce rappel. Désolé, pardon. Non, mais merci pour ce rappel. C'est vrai que j'avais plus du tout cette intrigue en tête. Et donc voilà, parmi les personnages, donc ils ont sorti une carte des États-Unis en mettant pas mal de noms de ces nouveaux personnages qui seront présentés a priori dans ce crossover, qui sera découpé en 4 parties, donc avec $1 Trillion Kid 1 puis 2, mais aussi donc Rockefellers 13, je crois, et Hornsby et Halo 14, sachant qu'il y aura un prélude évidemment qui sera aussi publié, parce qu'on n'oublie pas les bonnes vieilles mécaniques des Big Two, avec des numéros 0 pour Rockefellers et Hornsby et Halo, qui serviront à la fois donc de prélude au crossover Who Are the Unbelievables, mais aussi des points d'entrée, les numéros 0, c'est un peu pensé pour faire un peu un récap aussi de ce qu'est la série, où est-ce qu'ils en sont, et donc de permettre à plus de gens de grimper dans cet univers. Et donc je disais, parmi les personnages, on aura donc Gene Jennings, le Unbelievable, les Dead Tones, Holiday Heights, Invaders Yall et The Curious Creatures of Dr. Moreau. Donc ça c'est un bouquin, non? L'île du Dr. Moreau, bien sûr. Je sais pas si ça aura un rapport. C'est un scientifique qui fait les expériences sur les animaux. C'est ça, du coup ce sera les créatures de ça, quoi. Histoire qui a été adaptée souvent au cinéma, qui a influencé d'ailleurs la
l'arc de Gecko Moria dans One Piece si ça vous intéresse. Voilà. Donc, et aussi un personnage qui s'appellera le Mad Ghost. Et ça, c'est rigolo parce que Mad Ghost, c'était le nom du label Ghost Machine avant que ça ne devienne Ghost Machine. Et rappelez-vous d'ailleurs que c'est ça qui est vraiment génial avec un site comme Comics Blog, c'est que c'est que tu remontes vraiment dans le temps par rapport à des comptes de réseaux sociaux et tout ça. Là, tu as vraiment des traces inscrites de comment en fait des projets évoluent. Et rappelle-toi que Tomasi devait faire une série qui s'appelait Snipe and Slug. Oui. Il y a très longtemps avec Brad Walker. La guêpe qui se mettait dans une bastos. C'est ça. Un sniper tirait. Ouais. Ça avait l'air super bien. Et donc, quand tu regardes la couverture, donc c'était annoncé pour 2021, ça n'a jamais vu le jour. Et il y avait effectivement à côté du logo Image Comics le logo Mad Ghost qui là est réutilisé maintenant pour devenir visiblement un personnage de cet univers partagé Unbelievables. Ceci étant, petite requête, ça n'a rien à voir avec le podcast, mais une page 2 quand tu fais une recherche, parce qu'en fait, il y a un nombre de résultats maximum qui peuvent s'afficher. Tu fais une recherche et souvent en fait t'as pas de les archives et tout, donc faut trouver exactement le titre que t'avais mis à l'époque. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, d'ailleurs même petit aparté, sachez que les commentaires sont de retour depuis plusieurs mois maintenant sur Comics Blog, mais surtout regardez bien la barre des onglets en haut de comicsblog.fr. Vous verrez qu'il y a une partie agenda. Wow. Qui est dessus, et maintenant en fait on est en train d'implémenter un agenda des sorties qui a pas encore tout à fait tout ce qu'on veut en termes de, notamment en termes de tri et de pouvoir remonter un peu dans le temps aussi. Donc là ça vous affiche vraiment tout ce qui va sortir à partir de l'instant T, c'est-à-dire que là c'est sur le mois de février, enfin c'est à partir là en l'occurrence du 12, des sorties du 12 février, ça n'a pas mis ça du tout début du mois, mais vous pouvez quand même déjà explorer jusqu'à mai je crois, avril en fait tout ce qui va sortir. Voilà, donc il y a Benoît notre développeur qui travaille dessus, et à terme on espère bien avoir clairement un agenda aussi fonctionnel que celui de nos collègues de MDCU. Donc voilà, ça fait partie des quelques nouveautés que vous avez sur le site et on espère que vous y prendrez plaisir, puisque on n'a pas qu'un agenda de sortie qu'on voudrait mettre là-dessus, mais je préfère ne pas en parler pour le moment et de vous laisser dans le teasing. Après il y aura un onglet cheveux qui mesurera la longueur des cheveux d'Arnaud Kikou. Je les ai coupés. Ah bah évidemment, il faut le savoir. Hein. J'ai enlevé 10 cm, facile. Ah ouais, putain. Ouais, ils allaient beaucoup plus bas. J'ai peur un peu. Mais donc, un peu le Jésus du comics game français, là, actuellement. Sauf que je n'ai rien d'un saint. Dieu sait que j'ai des vices. Oh, et qu'ils sont nombreux. Oui. Allez, Corentin. Oui. Alors, il y aurait un crossover Marvel Star Wars en préparation. On en saura peut-être plus justement avec le Sommet Comics Pro. Si c'est qui serait pas Mark Millar, c'est Rich Johnston de Bleeding Cool qui a tenté le coup et qui a été rabroué 2 jours après par Aaron Kutch et Boris Kitt du Hollywood Reporter qui ont dit non les gars, non, ce n'est pas du tout en prévision. Mais Rob Liefeld qui lui a réattaqué sur le sujet parce qu'il en avait déjà parlé sur ses réseaux sociaux il y a quelques temps, notamment en parlant des crossovers Marvel DC, qui lui assure que ça a bien été étudié, qu'en fait le seul frein pour le moment ce sera une validation de la part de Lucasfilm en tant que tel, mais que ça devrait bien arriver. Donc bon, après, c'est sûr que d'un côté de la force, on a un média institutionnalisé, reconnu pour la fiabilité générale de ses travaux et tout ça. Et de l'autre côté, Rich Johnston, qui a... Ah, bâtard. Quoi? Je croyais que tu parlais de Bleeding Cool. Bleeding Cool, au niveau source précise chez Marvel ou DC, ils sont quand même institutionnalisés et reconnus pour la qualité de leurs infos. Ils ont quand même sorti beaucoup de trucs qui ont été vérifiés derrière. En fait, c'est le problème, c'est que tu m'as coupé avant que j'allais finir. Je croyais que tu commençais. D'un côté, on a un média spécialisé comics qui sait ce qu'il dit, et l'autre, on a le Hollywood Reporter, qu'est-ce qui a raison. Non, pas du tout. C'était pas du tout ça. Pardon, vas-y. C'était pas du tout pour discréditer le travail de Rich Johnston, mais Rich Johnston qui lui-même ne veut pas se qualifier de journaliste et qui a certes d'énormes suivis à son crédit, notamment chez DC, plus que chez Marvel en général. C'est lui qui était sur Absolute. Enfin voilà, lui, il a des oreilles très bien placées et il y a même une théorie qui voudrait, et je pense qu'elle est là, qu'on peut lui créditer, qui est simplement que des gens de l'édition lui disent volontairement des choses pour qu'il les publie et voir un peu les retours. Évidemment. Je pense que ça c'est pas trop complotiste de le dire non plus. Ceci étant, il faut aussi préciser qu'il est dans une sorte de club de gentlemen britanniques avec Mark Millar. Il en avait parlé à je ne sais plus, il avait fait un article dessus d'ailleurs, qu'un pub qui était sur membership, sur un réservé aux membres, vraiment un club privé façon comment on dit, country club, tu vois, oui. Par des gens de l'édition et pas que au Royaume-Uni, à Londres,
et que Mark Millar fréquentait souvent ce lieu-là. Donc je pense aussi moi je me suis dit naturellement, il a eu cette info-là directement de la bouche de Millar, parce qu'il avait l'air assez affirmatif en disant que même des sources extérieures qui doivent savoir, oui, voilà. Et ça, ben après, Mark Millar, c'est aussi Mark Millar, et il aime bien faire parler de lui parce que ça lui permet après de retourner l'attention vers ses projets. Et en l'occurrence, là, en ce moment, ils sont en train de livrer, je crois, c'est pas Psychic Sam, mais c'est l'autre, le truc de les dragons, là. D'invasion barbare, Conquered, c'était peut-être, non? Il me semble que c'était ça. Voilà. Du feu. Voilà, donc voilà, il y a moyen aussi en fait qu'il ait juste lâché un peu une forme de boulette puante comme ça, juste pour qu'on parle de Mark Millar et que c'est très Mark Millar dans l'esprit de faire ça. Voilà. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'il en serait. Est-ce que Mark Millar, toi en plus on sait que tu aimes maintenant à qualifier Mark Millar d'escroc sans. Les faits sont là. Je ne fais que. Et on n'aura pas de nouveau ce débat, mais sache que tes mots sont lus et que ça irrite des oreilles. Mais donc c'est pas mon problème. Mais je sais bien que t'en as rien à foutre. Je suis désolé, je constate. Mais rappelle-toi qu'on est deux sur ce média. Oui, tout à fait. Mais néanmoins. Est-ce que je dois me désolidariser de tes prises de parole, Corentin? Après, encore une fois, alors si les oreilles irritées m'écoutent actuellement, Arnaud Kikou a son point de vue, je ne l'ai jamais empêché de défendre le sien. Personne n'est obligé d'adhérer à 100% de ce que je dis. Et en l'occurrence, on a eu un vrai débat d'ailleurs. Oui. Les deux idées, c'est pas juste moi qui cassais les couilles. On a eu deux argumentaires, chacun se positionne comme il veut. Moi, je pense que l'annonce du crossover Marvel DC, et c'est aussi un regret parce que c'est pas que je déteste Mark Millar, au contraire, j'étais partisan de l'idée qu'il revienne pour faire ce crossover-là. Le fait est que ça n'est pas arrivé, j'étais aussi un peu déçu. Maintenant, effectivement, on le sait que Mark Millar, c'est un mec qui aime bien jouer l'effet d'annonce, jouer l'effet de manche. Il a appelé sa bibliographie, qui ne sortira jamais, et Dieu créa Millar. Pourquoi? Sinon pour faire un peu de buzz, hein, Arnaud? Oui. Tu vois, il sait ce qu'il fait, c'est un mec intelligent. Encore une fois, on se rappelle qu'il avait fait un Photoshop de Barack Obama qui tenait un numéro de supérieur, qu'il avait fait une fausse publicité, il avait pris une photographie d'un panneau géant à Times Square sur lequel il y avait une affiche de Super Crooks, qui était fausse, hein, évidemment. Voilà, c'est un mec qui, déjà longtemps avant les réseaux sociaux, savait comment manipuler l'opinion. Donc, c'est pas moi qui ai inventé ce truc-là. Néanmoins, pour revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, d'une part, je suis pas persuadé que Mark Millar, de toute façon, aurait été un très bon choix. Alors, si ça se fait, tant pis, tant mieux, je ne sais pas, mais pour un crossover entre Marvel et DC. Je m'explique. Dans le cadre de DC et Marvel, c'était logique. Qu'est-ce que j'ai dit? Du coup, entre Star Wars et Marvel, voilà. Ça aurait pas été le meilleur choix pour faire un crossover entre Star Wars et Marvel. DC et Marvel, ça aurait été logique parce que Mark Millar n'est pas signé en exclusif ni chez Marvel ni chez DC. Ça a été une star des deux univers, avec son Swamp Thing, avec Flash, je crois, avec les séries Wildstorm. Et chez Marvel, ça a été... Tu cites pas Red Son, c'est Red Son son travail le plus connu chez DC. Ouais, mais Grant Morrison... on sait bien, mais ça m'est sorti de la tête. Je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui se souviennent de Millar pour Red Son que pour Swamp Thing. Moi, je suis d'accord. J'aime beaucoup aussi son volume. J'ai oublié Red Son, l'espèce d'un traître instant. C'est fou, ça. Après, moi, je préfère pour le coup sans Swamp Thing, mais on est très, très peu nombreux à l'avoir lu, malheureusement. Non. En même temps, il a pas été édité en France, je crois. En plus, je sais que moi, je dis ça, mais il y a beaucoup de gens qui le détestent et certainement qu'une fois qu'il sortira, il y aura, comme d'habitude, les puristes qui vont dire, c'est pas si bien que ça et tout. À l'époque, moi, quand je l'ai découvert, j'étais très content. Néanmoins, effectivement, il a fait des grandes histoires qui sont encore commercialisées chez DC, comme Red Son. Il a fait des grandes histoires qui sont encore commercialisées aujourd'hui chez Marvel, beaucoup plus chez Marvel. Naturellement, lui et Bendis ont un peu réécrit Marvel dans les années 2000. Le fait de ramener une grosse signature, parce que même si on ne l'aime pas, même s'il a ce côté un peu marchand de tapis, ça reste un grand nom, ça reste un nom qui fait vendre, tu mets sur une couverture, ça fait vendre. Il a fait des déconstructions de l'univers de super-héros depuis, et c'était là qu'était son travail le plus intéressant, à mon sens, avec Jupiter's Legacy, et Jupiter's Requiem, et Jupiter's Circle. Donc le fait de le ramener pour DC et Marvel, ça aurait été, en plus façon de terrain neutre, une bonne idée. Le fait est que Star Wars, j'ai pas l'impression que Mark Millar soit spécialement fan, pas plus que toi, pas plus que moi, il a vu les films certainement, il a probablement un attachement à cet univers comme toute la génération. Je sais pas, ça se trouve, il joue avec les Lego Star Wars, il les collectionne. Hein. Oui, mais moi aussi j'ai des Lego. Remarque, je dis ça. Non, j'ai pas de Lego Star Wars. Mais... Ah, le faux fan. J'ai eu des Lego Star Wars quand j'étais gosse, tu vois. Mais je veux dire, c'est normal, tout le monde aime Star Wars. Enfin, tout le monde a aimé Star Wars. C'est un critère commun à tous les geeks d'avoir aimé Star Wars. J'ai interviewé Charlie Adlard là, par visio. Et derrière, en fait, dans son atelier, derrière, il a une sorte d'immense meuble comme ça qui ferait la taille, de toute la largeur du salon, là, tu vois. Enfin, du studio. Et derrière les vitres, tous les Lego Star Wars de la trilogie originale.
Oui, tous abuser le mec et tout. Tu sais, je suis en train de lui parler, puis d'un coup, je regarde derrière, je fais, attends, mais c'est quoi? Mais attends, il y a un croiseur interstellaire, il y a il y a un documentaire une vidéo super intéressante de Business Insider, je t'en avais déjà parlé pour la revente de Télégo de collection, là. Mais je veux pas les revendre. Non, mais c'est pas, je te dis, je t'en ai déjà parlé à ce moment-là. Qui raconte un petit peu justement l'historique de la marque Lego, et c'est super intéressant. Il montre comment justement le fait d'avoir eu Star Wars à un moment donné a tout changé pour la licence, et c'est là qu'ils ont vraiment amorcé ce côté-là, parce que tu sais, avant t'avais des faux Star Wars, t'avais des faux Indiana Jones que moi j'avais quand j'étais gosse, qui était extraordinaire. Et le jour où ils ont investi massivement le créneau des franchises, notamment avec Star Wars en marge de la prélogie et tout, ça a vraiment bousculé l'ordre établi du monde du jouet en fait. Et c'est là qu'est né après le partenariat avec Warner, avec Batman. Pareil, Batman, c'est un très très gros vendeur de Lego chez eux. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que tout le monde, pareil, a grandi avec Star Wars. Notre génération avec la prélogie, la génération de nos parents avec la trilogie originale, et les gamins d'aujourd'hui. Alors je sais pas s'ils ont particulièrement apprécié la post-logie, mais de fait, c'est une marque qui est... Les gamins d'aujourd'hui, ils vont grandir avec Grogu. Voilà, ils vont grandir avec la peluche Grogu, ils vont grandir avec Mandalorian, ils vont grandir avec toutes les séries qui sont faites sur Disney+. C'est commun d'être... Mark Millar ne me paraît pas être plus fan de Star Wars que Bendis, par exemple, ou que n'importe qui d'autre. Donc pourquoi lui particulièrement? Il y a peut-être des scénaristes qui ont fait les deux avec talent, j'en sais rien. Mais après, au-delà même du cas Mark Millar, pour moi, c'est même juste la perspective d'un crossover Star Wars Marvel. Je vois même pas à quel moment ça intéresse qui que ce soit. Ça, effectivement, c'était la seconde lame, c'est que... Parce que ça intéresse qui, mais ça dépend comment ils le font. Si l'idée c'est de faire comme les Batman Deadpool, des histoires courtes, façon Gaiden, façon Dream Match, où tu aurais Thanos qui ferait une partie d'échecs avec Dark Vador, moi ça me fait pas rêver, hein, attention. Mais tu mets Star Wars et Marvel sur la cover, ça va probablement se vendre. Oui. Je dis pas que c'est que c'est forcément une très bonne idée. Pour moi, c'est une très mauvaise idée. Comme une très mauvaise idée, le fait de faire un crossover Fantastic Four et la planète des singes, que j'ai lu, d'ailleurs, qui a reçu de très bonnes critiques. J'ai pas trop compris parce que les gens disent c'est deux univers qui sont faits pour se mélanger. Le prochain planète des singes, c'est des aventuriers de l'espace qui tombent sur une planète où il y a des singes. Effectivement, les Fantastic Four, ça peut cadrer avec. Maintenant, le problème, c'est que c'est tellement respectueux des deux trucs qu'on ne s'amuse pas. En fait, on vit vraiment un remake dans lequel on aurait interverti des personnages. Et alors, on peut raconter un truc sur la science, on peut raconter un truc sur l'évolution humaine, mais moi, à mon avis, la façon dont Marvel traite ses crossovers de licence, c'est pas forcément que c'est pas la bonne, parce que je sais pas ce que tu pourrais espérer de mieux qu'un crossover Predator Wolverine. L'idée Predator Wolverine, elle est bonne, par exemple. C'est oui. Prédateur, littéralement, chasseur contre chasseur, homme-bête contre bête alien. Oui, c'est effectivement assez... Ils ont des griffes tous les deux. Mais je sais pas, pour moi, il y a un truc qui fait vraiment... qui fait marchand de chewing-gum, quoi, on va dire. Qui fait vraiment... c'est deux trucs n'ont pas forcément vocation à se mélanger juste parce qu'ils sont au sein d'un même groupe. Et le fait est que Star Wars, ça se passe dans une galaxie lointaine, très lointaine, où il n'y a pas de civilisation qui nous ressemble. Les héros de Marvel, ils sont quand même inscrits dans une sorte de réalité. Même les héros cosmiques de Marvel sont quand même plus proches du péplum biblique, ou alors de trucs à la Star Trek. En fait, Star Trek ressemble plus. Mais c'est pas en plus il y a Marvel, bien longtemps. Oui. Il y a bien longtemps dans une galaxie très lointaine, donc t'as la barrière temporelle et géographique, quoi. Bien sûr, mais c'est un peu comme dans Dune. Où Après, on fait des portails, hein, donc voilà, mais. Non, mais tu vois, c'est pour le coup, par exemple, Dune est souvent considéré comme une série de fantasy parce que même si ça va être le futur très lointain, c'est un futur où les machines n'existent plus parce qu'il y a une guerre entre les IA et les humains, comme chez nous, hein, bientôt. Et que du coup, c'est des humains qui font ordinateur. En fait, ils se battent à l'épée avec des boucliers de projection astrale, certes, mais voilà, il y a un truc par rapport à l'esprit, un truc par rapport à l'élu. Le spice, c'est clairement le pétrole. Enfin, tu vois, c'est un péplum, en fait. Un péplum antique. Mais de fait est que Star Wars, c'est pareil. Star Wars, ça n'a de science-fiction que le nom. Star Wars n'imagine pas les technologies actuelles pour le progrès de l'humanité. Robocop, c'est de la science-fiction. Terminator, c'est de la science-fiction. Ça anticipe comment la technologie pourrait bousculer notre société. Oui, Star Wars, c'est de la fantasy spatiale. Star Wars, voilà, c'est des samouraïs, des prêtres bouddhistes qui manipulent la force, des vaisseaux spatiaux façon film de guerre d'aviateurs et tout. Et j'allais dire... Et western aussi. Et j'allais dire même que y aura un régime fasciste dedans. Mais, oui, c'est ce qu'il y a de plus réaliste. Mais je fais pas de politique dans Star Wars. Moi non plus. En plus, tu es prosélytisme même. Mais donc voilà, moi, genre, le croisement avec Marvel, du coup, me paraît pas évident parce que Marvel, tout l'intérêt de cet univers, en dehors des X-Men, on va dire, qui sont vraiment, et du cosmique, qui sont vraiment genre, les X-Men, c'est plus même une sorte de saga. Va à ton point. Ouais. Pour le crossover, me paraît pas évident.
L'idée me paraît pas bonne. Maintenant, ça se vendra. Et donc, le fait qu'ils y réfléchissent, le fait que ce soit envisagé, c'est une possibilité. Le fait que Marvel soit satisfait des ventes du crossover avec DC, qui n'est pas beaucoup plus... Enfin, il n'y a pas de base narrative. C'est des histoires courtes. Et pourtant, ça s'est vendu par palette. Donc, voilà. Ceci étant, je serais assez étonné parce que jusqu'ici, depuis que Lucasfilm et Marvel ont été rachetés par Disney, longtemps avant même qu'il y ait les problématiques qu'on connaît aujourd'hui, ils ont jamais voulu faire ça. Il y a eu des transferts de compétences. Il y a eu Mark Waid qui est venu faire une série Princesse Leia. Il y a eu Charles Soule qui est venu faire Lando Calrissian. Et le seul crossover avec licence, en fait, c'était Dark Vador dans Soul Calibur en 2008. Apparemment, il y avait eu une sorte de mini-comics numérique pour accompagner le truc, mais c'est vraiment la seule chose en fait qu'il y a eu. C'est ça, ouais. Et puis de fait, c'est un intérêt de garder les trucs bien séparés. Star Wars, c'est les joyaux de la couronne. Enfin, oui, c'est ça, c'est Star Wars. Ouais. Presque plus que Marvel, en fait. Les gens, même quand Star Wars est mauvais, ils ne renoncent pas à leur amour de Star Wars. Marvel, t'as l'impression que la super-héros fatigue, pour beaucoup de gens, elle est acquise, elle est entérinée. Alors qu'il n'y a pas vraiment de Star Wars fatigue. Les gens attendent que Star Wars revienne quand c'est mauvais. Je pense qu'on pourra en reparler avec notre copain de l'Outrider République, mais je pense qu'il y a quand même de la Star Wars fatigue lui, aussi. Tu vois, si il sort un beau set Lego d'un truc qui lui plaît, il va l'acheter, tu vois. Alors que, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que Marvel a. Moi, je lui ai montré les Furby Grogu, il était pas fan, hein. J'ai l'impression que Marvel a pas atteint le même cachet de, j'aimerais toujours Marvel, peu importe, enfin, Studios en l'occurrence, peu importe ce qu'ils font, alors que Star Wars, il y a quand même ce côté, c'est pour toujours, tu vois. Ouais. Donc, à mon sens, ils n'auraient pas intérêt à mélanger les flux. Pas plus que, tu vois, Star Trek n'aurait d'intérêt à se mélanger avec DC. En l'occurrence, ça a déjà été le cas, je crois. Mais, enfin, bref. Avec les Green Lanterns, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, bref, peu importe. En tout cas, ça vendra. Et s'ils veulent faire un bon mois, ils peuvent sortir un numéro avec, comme Batman Deadpool. C'est pas beaucoup plus logique, hein. Batman et Deadpool, ils ont rien à voir ensemble. Sinon qu'ils sont des super-héros. Pourtant, ils l'ont fait et ça a vendu par Paxson. Donc, je sais pas, peut-être Star-Lord qui passe dans un portail dimensionnel, qui se retrouve à côté du Faucon Millenium. Ça se trouve, tout est faux, comme le dit le Hollywood Reporter. Et Han Solo qui prennent une bière ensemble. Il y a des idées, hein. Mais Groot et Chewbacca, tu vois. Enfin, moi, je vois pas l'intérêt. Groot et gros goût. Allez, j'ai une question à te poser, Corentin. On est en quelle année, là? En 2026, Arnaud. Parce que figure-toi que je savais pas ça, que Dan Slott écrit une série qui s'appelle Spider-Man Brand New Day. Donc t'es sûr qu'on est en 2026? Est-ce qu'on est vraiment obligé d'en parler? C'est sûr. Bon, tu viens de faire un tunnel sur Star Wars Marvel. Parce que c'était intéressant. Est-ce qu'on est en 2026 ou est-ce qu'on est en 2008, 2007? 2007, ouais. 2008, c'était vraiment, mais. Ah ouais? Ok. Ouais. C'était quand Big Time? Bah, Big Time, c'est 2 ans plus tard, je crois. Ouais. Parce que Brand New Day, donc du coup, Brand New Day, en fait, c'était une période de Spider-Man, de Amazing Spider-Man qui faisait suite à One More Day, qui était donc la conclusion du run de Straczynski et surtout l'annulation traumatisante du mariage de Peter Parker et de Mary Jane Watson. Et donc un jour nouveau s'ouvrait, c'était une forme de reboot au sein de la série Amazing Spider-Man, hein, où voilà, tout ce passif avait été annulé et donc Peter Parker était de nouveau libre comme l'air. Et rajeuni aussi. Et rajeuni, il y avait plus de voilà. Mépris complet de la cohérence globale de l'univers. Mais et à l'époque, Dan Slott, on a parlé au dernier podcast parce que Panini Comics a annoncé la réédition en format poche de Brand New Day. Au début, c'était sympathique. Le problème, c'est qu'après, Dan Slott a un peu abusé de la bienveillance des lecteurs et après a poussé le volume jusqu'à Superior Spider-Man. Mais donc oui, parce que Dan Slott était arrivé à cette époque-là sur Amazing Spider-Man, mais il se partageait la tâche avec d'autres scénaristes. Il y avait des équipes rotatives un petit peu qui se partageaient la tâche avant que 2 ans plus tard, en gros, ils prennent vraiment les commandes tout seuls de la série. Et donc là, forcément, vu que Spider-Man Brand New Day, c'est déjà sorti, il y a bientôt 20 ans. Un film arrive cette année qui porte ce nom. Voilà, et donc le film porte un nom parce qu'il doit faire un peu écho a priori à cette situation puisque tout le monde a oublié qui était Peter Parker dans le MCU normalement. Et donc que faire? En fait, on va refaire un titre, mais cette fois-ci, ce sera pas Amazing Spider-Man, ce sera Spectacular Spider-Man Brand New Day, mais qui doit se passer donc à cette époque en fait. C'est vraiment genre les mini-séries, enfin voilà, c'est les séries rétro nostalgiques. Mais cette fois-ci, on est à moins de 20 ans. La dernière fois, on nous en avait dit, putain, ils font Civil War Unmasked. Vraiment, c'était il y a 20 ans. Ça devient de plus en plus court. Là, maintenant, on passe d'un nouveau cap. Moi, j'attends bientôt les prochaines séries nostalgiques où le truc aura que 15 ans, 15 piges, voire 10 en fait, parce que pourquoi pas en fait. Visiblement, les cycles nostalgiques sont de plus en plus courts. Ceci est dans Civil War 2, ça avait pas été fait pour les 10 ans de Civil War. Oui, mais c'était pas nostalgique.
Tu as raison, c'est vrai. C'était une suite, c'était. Oui, ça se passait pas à l'époque. Oui, ça se passait pas à l'époque, c'était juste une nouvelle Civil War, quoi. Non, ouais. Et c'était pas ouf. Mais donc, Spider-Man découvre que l'un des objets les plus précieux, enfin, il découvre l'existence d'un objet très précieux pour le Kingpin qui s'appelle le Lexicon. C'est en gros un annuaire de tous les criminels de New York. Et donc, il s'en empare. Et Fisk veut le récupérer, mais il n'y a pas que Fisk dessus, il y a aussi Mister Négatif qui avait été créé par Dan Slott à l'époque, et Frank Castle, le Punisher, qui veulent mettre la main dessus. C'est marrant de mettre le Punisher dans cette mini-série, Corentin. Est-ce que ce serait pas parce que il y aura le Punisher dans le film Brand New Day? Alors, c'est vraiment l'agglomérat de toutes les techniques marketing un peu nulles que Marvel utilise ces derniers temps. Ouais. Une mini-série rétro-nostalgique pour aller avec le titre du film. On remet donc les auteurs de l'époque pour aller avec ça. Mais en plus, on essaie quand même de faire quelque chose qui ressemble vite fait au film, puisqu'il y aura le Punisher dedans, et il y a eu pas mal de rumeurs comme quoi Mister Négatif serait également présent. Ça, ce sera à confirmer. Donc Dan Slott qui sera secondé au dessin. Par contre, c'est Mark Rusto. Mais Mark Rusto, je crois qu'il était aussi à l'époque peut-être dessus. Donc voilà. C'est possible. Il a effectivement bien ce coup de crayon années 2000. Et donc Corentin, on est content ou pas? Bon, non. Bah non. Hein. Bah non, ça a un peu nul. Mais c'est nul, oui et non. Moi, je serais pas contre. Après, les planches sont pas dégueu, quoi. Mais... Bah oui, Marcus Stowe, c'est ce qu'il fait, mais je serais pas contre retrouver cette période où Mary Jane Watson n'avait pas le costume de Venom, où il y avait pas Spider-Boy. Mais c'est vrai que les gens qui vont aller voir le Brand New Day, qui vont aller dans les kiosques ensuite et qui vont regarder l'état des comics Spider-Man. Ah oui, il s'est passé des choses, ouais. Il faut faire effectivement, je peux comprendre ce sentiment de perdition qu'on peut avoir en regardant les caisses actuelles en disant mais tout le paradoxe ça n'a rien à voir avec ce que je viens de voir. Le paradoxe c'est là, c'est que en fait, Marvel est en train d'exploiter la nostalgie pour un truc que beaucoup de lecteurs avaient extrêmement mal vécu à l'époque, parce qu'il faut, Arnaud vous l'a décrit rapidement, si vous avez commencé les comics depuis ou pris le train des podcasts en cours de route, enfin remarque on n'était pas là à l'époque, mais le fait est que Brand New Day ça a été vécu comme une dague dans le dos de la part de très très nombreux fans qui étaient accrochés et attachés au volume de Straczynski. C'était une période où Spider-Man avait beaucoup évolué. La relation avec Mary Jane avait beaucoup évolué. Il avait révélé son identité secrète. Il y avait eu de très 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 bonnes aventures auparavant. Il y avait eu le totem de l'araignée et tout. Enfin, c'était une révolution, le volume de Straz. Et quand on arrive dans Brand New Day, moi encore une fois, j'ai commencé par là, donc je peux pas renier mes souvenirs. J'aimais bien les comics Brand New Day de Dan Slott au début. Néanmoins, effectivement, on revient vraiment à une lecture extrêmement Stan Lee, extrêmement aventure quotidienne. On oublie tout le gravitas qui a été instauré jusqu'ici et la fameuse relation Mary Jane et Peter. C'est là que beaucoup de gens sont, tu sais, un petit peu comme quand là récemment ils ont tué Miss Marvel, le mois suivant ils l'ont ressuscité. Où là beaucoup de gens ont dit des nouveaux, ça m'a fait rire sur Reddit tout. Ils font ça veut dire que la mort a aucun impact dans les comics. Et tu sais, t'avais le même de James Franco First Time, tu vois. First Time, ouais, bien sûr, ouais. Et là, justement, à l'époque, beaucoup de gens étaient en train de se dire, mais en fait, là, ça veut dire qu'on n'aura jamais vraiment, en fait, on n'aura jamais de progression, en fait, temporelle. Peter Parker va toujours rester un mec entre 25 et 27 ans qui va toujours graviter autour du côté, un jour je finirai avec Mary Jane, Tante May n'est toujours pas morte, et voilà. Et maintenant, on nous fait une nostalgie de ce truc-là. Parce que déjà, je trouve assez bizarre. C'est littéralement, c'est une nostalgie d'un truc qui n'a pas été, qui n'a pas changé. Oui, en tant que tel, en fait. Qui était déjà, voilà, le statu quo, il est resté déjà le même. Hein. C'est ça. On est nostalgique de l'époque où on a vraiment abandonné tout espoir par rapport à la progression temporelle des personnages, etc. Ça, c'est déjà un peu curieux. Dan Slott, maintenant, je suis désolé, moi, je n'ai rien contre Dan Slott, vraiment. Son Silver Surfer, il est génial. Sa She-Hulk, c'est très bien. C'est Fantastic Four au début, t'es très cool aussi. Mais je l'ai suffisamment vu sur Spider-Man pour le reste de ma vie. Quand il est parti, j'étais soulagé. Vraiment, cet effet boucle temporelle infernal. Alors à l'époque, on pouvait pas savoir que ce qui arriverait derrière serait pas forcément d'un meilleur niveau. Il a fait ce qu'il pouvait. Non, mais surtout que la dernière fois qu'il est revenu sur Spider-Man après avoir arrêté son run, c'était donc pour faire End of Spider-Verse, puis nous créer Spider-Boy et faire un nouveau volume de Super Spider-Man, mais qui était nul. Ça suffit, quoi. Et puis le Superior Octopus et toutes ces conneries. Vraiment, le gars, c'est comme Scott Snyder avec Batman. T'as la différence près que lui, il a réussi à se réinventer. Scott Snyder qui dit toujours, mais moi, je vais jamais lâcher Batman. En fait, je vous emmerde, j'aime bien Batman. Et on te dit, dans ce cas-là, on va te créer une case. On va te créer un Absolute Batman où tu pourras faire tout ce que tu voulais depuis le début sans nous emmerder dans la continuité principale. Et résultat, c'est génial. Il aurait fallu faire ça pour Dan Slott. À la limite, tu crées une autre Terre, tu crées, je sais pas. Mais là, en l'occurrence, vraiment, t'as l'impression que on va jamais se débarrasser de ce problème, que lui, ça restera à jamais Spider-Man, alors qu'en fait, il est capable de mieux à côté. Sa meilleure série, c'est pas Spider-Man. Son meilleur travail, c'est pas Spider-Man. Et Dan Slott, c'est, encore une fois, plutôt un bon scénariste quand il se donne les moyens.
Moi, j'en ai marre, en fait, j'en ai marre de la façon dont Nickelot traite cette licence, déjà. Ça, c'est évident. Là, en l'occurrence, il y a clairement une directive qui vient d'en haut, ou alors une envie d'être un peu le bon élève de la classe et de dire, dès qu'un film c'est sort. les deux, mais c'est. Voilà, Après, c'est les deux, je pense. Mais... c'est une bonne logique, j'ai envie de dire. Et ça a amorcé plein de choses bien. Enfin, il y a plein de personnages qui ont profité des adaptations, même quand tout le Venom de Donny Cates part du fait que le film de Sony sortait à l'époque. Même historiquement, il y a eu des personnages. Pour un mal, ouais. La série Daredevil et Echo, bon, moi je suis pas un énorme fan, mais Phil Noto qui était revenu faire du Daredevil de bonne qualité, graphiquement c'était super intéressant. Moi ça m'avait fait un peu du bien à l'époque où le personnage était un peu à l'abandon, où le volume principal m'allait pas forcément. Le fait est que même là, le fait que Marvel se réintéresse au Punisher fait qu'on a eu la série de Ben Percy, oui, non, oui, et la série de Jimmy Palmiotti. Et la série de Palmiotti, pas notion, elle est très bien. Donc moi je suis content que Marvel Studios dise, ok, bon, on va prendre nos couilles, ce que Marvel n'a pas été capable de faire, pour remettre en avant Castle, et voilà, vous avez enfin des comics Castle que vous vouliez, et que Marvel, par peur de l'extrême droite ou de récupération par la police, etc., avait mis de côté. Donc c'est pas pour juger le procédé. Là, en l'occurrence, par contre, moi, Dan Slott sur Spider-Man, je suis désolé, je n'y vais pas. Parce que chat échaudé 3 fois, craint l'eau froide. Le chat échaudé, il vient même plus vers le cours d'eau, tu vois, à la fin. Il dit, mais ça suffit maintenant. Il y a un panneau cours d'eau, il y va pas, tu vois. Bah, Dan Slott, je n'y vais pas. Parce que même si j'étais, moi, dans les défenseurs jusqu'à vraiment pas à la toute fin, mais je me disais, bon, foutu pour foutu, on aura des bonnes idées parce que c'est un peu absurde, etc. Mais là, en plus, comme tu dis, c'est de la nostalgie, les séries nostalgiques, on sait ce que ça vaut, ça a pas de pertinence, alors que pourtant, ils disent dans le communiqué, il y aura des trucs dévoilés qui vont avoir un impact sur le présent et le futur de Spider-Man. Ils avaient dit ça quand ils ont fait une série nostalgique sur Secret Wars aussi. Le premier Secret Wars, ils avaient dit, il y aura des éléments qu'on n'avait jamais évoqués à l'époque. Mais tu parles, frérot. Enfin, bref. Le fait est aussi que moi, justement, ce qui est paradoxal, c'est que je m'emmerde dans le nouvel univers Spider-Man. C'est la série actuelle, elle me va pas du tout. Je trouve que c'est encore la marche forcée. Il y a rien qu'à changer malgré Joe Kelly. Les dialogues sont mieux écrits, il y a des vraies scènes agréables par-ci par-là, mais néanmoins, ça reste du productif. Il y a 3 numéros, je crois, qui sortent en avril. Tu sais, ils font la course pour le numéro 1000, anniversaire, bah, pour le 1000, hein, forcément. Là, ils font encore des crosses avec Venom et tout. Enfin, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Tu l'as pas mis au programme d'ailleurs, mais tu sais, ils ont commencé à communiquer sur le prochain crossover symbiotique, la Queen in Black. Oui, on en reparlera quand il y aura des numéros annoncés. Mais non seulement ils assument que Mary Jane c'est Venom et ils vont pas a priori tout de suite revenir en arrière, mais là maintenant, ils dansent avec le concept, quoi. Elle a un nouveau costume avec les cheveux roux, elle va avoir de nouveaux pouvoirs et tout. Mais putain, mais rendez-moi. Je fais mon vieux con. Allez. Non, mais je fais mon vieux con. Mais pourquoi on a pris une direction aussi bizarre? Nous, tout ce qu'on voulait, c'était qu'il épouse Mary Jane, qu'il fasse des gosses comme dans l'univers Ultimate, ou comme dans Renew Your Vows. Enfin, franchement, arrêtez, là. C'est en train de m'énerver. Ça faisait longtemps, on va changer. Oui, on va changer. Voilà, je sens que tu es dans une colère formidable. Mais donc, finalement, on s'en fout. Ouais, voilà. Ça a pas l'air terrible. Mais bon. Allez, du côté des écrans, ça va aller très rapidement. On a eu un premier teaser trailer pour Spider Noir, qui s'appellera aussi Spider Cooler dans sa version couleur, du coup, j'imagine. Parce que c'est comme ça. Parce que ça, c'est vraiment le truc, tu vois. Avant de parler des images, quelle bande de lâches, quoi. De pas assumer, en fait, de proposer une série en noir et blanc et d'absolument vouloir la mettre. Pour moi, c'est ça, ils la mettent en couleur parce que parce que Marvel l'avait fait aussi pour Werewolf by Night. Il y avait un projet qui était de dire, on fait un hommage au classique de l'horreur en noir et blanc. Et donc, on vous propose un truc en noir et blanc. Et après, ils se sont dit, mince, mais il y a des gens qui aiment pas parce qu'ils croient que c'est vieux ou parce qu'ils apprécient pas donc on va le coloriser. Et là, eux, ils ont été plus malins. Ils ont dit, on va le faire dans les deux pour plaire à tout le monde. Mais je trouve que, vraiment, la version couleur, elle fait pitié par rapport au noir et blanc. Elle est pas très heureuse, mais parce que tu sens que, je pense que l'objectif devait être ça. Après, t'as pas tort dans l'idée que. Non, parce que c'est Spider-Man. Voilà, hop, il faut faire une virgule pour qu'il fasse la blague pourrie. Merci. Ça, c'est un collègue attentionné. Tu n'es pas dans l'erreur, dans le sens où effectivement, je pense que c'est juste que le public, ils ont peur des réactions du public moderne qui est de fait est devenu. Pas du public fainéant, quoi. Oui, voilà. J'allais dire, le public est devenu plus paresseux avec le moindre parti pris esthétique. Et c'est une réalité. Alors, quelque part, ils offrent le choix. Moi, je trouve ça mieux. Non, mais tu vois, à défaut, moi, je sais que je la regarderai en noir et blanc. Bah oui. S'il y a des glands qui disent noir et blanc, c'est nul, etc. Ils auront la version couleur qui sera un peu moins bien ou en tout cas un peu moins expressif parce que le noir et blanc ça a un sens artistique esthétique aussi. Bien sûr, mais même par rapport au personnage, au coup et à son costume, enfin à toute l'ambiance, le film noir aussi, d'où ça part en plus ça a l'air paradoxalement assez bon élève par rapport aux références que ça invoque. Bah oui.
Mais le trailer, moi, il me va carrément, pour parler vraiment du contenu proprement dit. Je sais pas à quoi je m'attendais. J'allais dire c'est à quoi je m'attendais. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Au début, je trouvais ça fait très cahier des charges, justement, du film qui veut faire polar, du film qui veut le bar, la cantatrice, le héros détective avec son imperméable et tout. Et dès le moment où il met son masque, il pète des gueules dans le bar et il fait, c'est la gestuelle de Nicolas Cage avec le masque, je me suis dit on va passer un très bon moment. Personnellement, je suis un très très gros fan de Nicolas Cage. C'est pas très original, vous me direz, mais c'est un acteur il peut réciter le bottin. Moi, il me fait rêver. J'adore ce mec, son intensité, ses interviews. Il parle de comment il prend la drogue avec son chat et tout. Enfin, c'est interview Wired où il explique comment il a pris du LSD avec son chat une fois. Le mec est vraiment fou. C'est pas un personnage et tout. Son fils qui s'appelle Kal-El Cage. Et lui, quand il t'explique, il dit non, ça n'a rien à voir avec Superman. Bien sûr. Parce qu'il est juste fou. Alors qu'il avait acheté un Action Comics 1. Tout à fait, bien sûr. Il avait acheté un crâne de dinosaure. Qui s'était fait voler, qu'il avait retrouvé. Exactement. Et bref, vraiment, moi, un mec génial. Et je trouve que c'était un très bon choix pour le jouer en Spider-Man noir. Le fait que ça ait accouché d'une sorte de spin-off de fans, entre guillemets. Oui, parce que ça n'a rien à voir avec. C'est pas du tout la version, parce qu'il s'appelle pas Peter Parker, mais Ben Reilly, parce que Peter Parker s'est réservé chez Marvel Studios pour le cinéma et tout ça, donc il n'y a pas le droit. Et c'est pour ça que ça s'appelle pas Spider-Man noir, mais Spider noir. Oui, parce que on n'a pas le droit. Voilà, parce que Spider-Man, en fait, c'est pas possible non plus, quoi. Ni Peter Parker, effectivement. Voilà. Néanmoins, pour moi, ça coche toutes les bonnes cases. Ça a l'air même un petit peu horreur par endroits, un peu surréaliste, un peu vraiment dégingandé, hein, même au niveau de la mise en scène. Le travail sur les angles, sur les focales et tout a l'air plutôt travaillé. J'aime bien le fait qu'il y ait... alors, c'est Robbie Robertson qui est joué par l'acteur Lamorne Morris, je crois que ça s'appelle Lamont Morris, qui était dans la série New Girl avec Zooey Deschanel et merde, Arnaud, le Peter B. Parker, Jack Johnson. Oui. Voilà, série New Girl, donc du coup, qui a enfanté sans le vouloir 2 personnages de l'univers Spider-Man. C'est assez cool pour le noter. Franchement, des premières images qu'on avait eues, je sais pas à quoi je m'attendais. Pour moi, si tu veux, le pitch disait c'est un vieux Peter Parker, Ben Reilly, qui a renoncé au costume et qui maintenant est détective privé. Manifestement, non. Manifestement, il est encore en activité. Il y a des scènes de... Alors, ça par contre, je n'arrive pas à expliquer. Il y a des scènes de toile. Manifestement, il fait de la baston. Et le trailer te dit pas de pouvoir, pas de responsabilité. Ouais, c'est pour ça que je la trouve complètement con. Tu dis, mais si il a des pouvoirs, ou alors c'est que ça se passe que dans son esprit. Je trouve que ce sera un Shutter Island où en fait le personnage est vraiment fou et pense qu'il a des pouvoirs, mais dans ce cas, je ferai un mea culpa puisque moi j'ai expressément posté là-dessus en disant c'est complètement con, la tagline est ratée du coup puisque parce que après si le twist c'est effectivement il a de l'air dire charbé quand même, tu vois. Oui, il a l'air un peu psychotique quoi, mais après si l'idée c'est de dire ah oui en fait c'était que dans ça, je sais pas franchement. C'est bizarre. Il y a des gens qui m'ont tombé dessus en disant soit c'est dans sa tête, soit ça veut dire oui, mais en fait c'est qu'il va apprendre à avoir des responsabilités. Je fais dans ce cas tu fais pas cette tagline non plus en fait. En plus il aura quand même des pouvoirs de toute façon. Enfin. Bah oui c'est ça, donc ça marche pas. Mais moi bon, si ça se passe dans son esprit, je trouverais ça un peu lâche, mais je vois pas l'intérêt de faire une série Spider-Man noir si tu fais pas un vrai Spider-Man noir. Ça pourrait être cool hein, comme twist de réaliser qu'en fait c'est juste un détective qui est fou, comme ça arrive souvent pour la fiction un peu noire comme ça où c'est souvent des mecs qui reviennent du front, mais le costume, enfin, tu vois, il y a plein il a quand même le costume et tout. Et puis, à la limite, pouvoir, pas pouvoir, pourquoi tu mets dans ce cas le money shot du sweep entre les buildings, du sweep entre les buildings, si c'est, ce serait un peu dégueulasse de faire un money shot sur une scène qui n'existe pas. Bah oui, c'est ça. Mais, après, voilà, pouvoir, pas pouvoir. Si c'est une bonne série, moi, je serais ravi. Comme je l'ai dit, entre ça et Criminal, je trouve que Prime est du coup une offre, Invincible, et The Boys, une belle offre pour cette année. Et encore une fois, la logique, elle est toute bête. Sony Pictures, ils pouvaient pas tomber plus bas que Venom 3. Après tout ce qu'ils ont fait, Morbius, Madame Web, Craven, tous ces films de merde, c'était le fond de la piscine. Quand t'as tué le fond de la piscine, tu peux rien faire à part crever, sinon remonter vers le haut. Là, j'ai l'impression que Steve Lightfoot, en charge du projet, s'est donné les moyens de faire un truc qui a une expressivité, une gueule, une esthétique. Peut-être que ce sera pas la série de l'année, évidemment. Je m'attends pas à Boardwalk Empire au pays des super-héros, hein. Mais Nicolas Cage qui fait le con et un vrai costume d'arachnéen quand même. Ça, il faut le dire. C'est Comics Accurate. Il a le putain de chapeau, il a le putain d'imperméable, et il a le putain de masque arachnéen. C'est plus que ce qu'on a eu chez Sony, à l'exception du personnage de Tahar Rahim dans Madame Web. Tous les autres, ils avaient pas leur costume. Le costume de Sydney Sweeney dans le trailer
de Madame Web, c'était une scène de une demi-seconde. Ouais, et c'était des flash forward. Hein, voilà, c'était donc, pas... voilà. Là, au moins, on a un vrai truc qui fait super-héros. Alors, si effectivement tout se passe dans son esprit et que c'est lié à un contrat avec Marvel où en fait ils ont pas non plus le droit de faire Spider-Man qui fait des toiles, parce que voilà, je trouverais ça quand même un peu fort de café. Mais au global, entre ça et Spider-Man de Brand New Day, on n'aura pas de saison 2 pour Friendly Neighborhood cette année a priori. Ça fait quand même une offre assez variée pour les fans de l'araignée. À voir. J'ai pas envie qu'on s'emballe trop vite, ce n'est qu'une bande-annonce, hein. Ouais. Mais franchement, je m'attendais à largement pire. Ou alors je n'espérais pas grand-chose de mieux, on va dire. Et ça a l'air pas trop mal. Ouais. T'as l'air content aussi, Arnaud? Oui, complètement. Je souscris à ton point de vue. Et pour terminer, Warner, ça remet une pièce dans la machine, puisque Paramount est en train de retravailler son offre, mais surtout, Warner, en fait, pourrait bien, les actionnaires de Warner pourraient bien se décider à renégocier l'offre, et peut-être dans le but simplement de faire grimper les enchères une fois de plus pour bien rester avec Netflix, mais pour avoir plus d'argent. Est-ce que tu arrives à me synthétiser ça rapidement, Coco? Je te synthétise ça rapidement. Donc alors, récemment, alors on se rappelle donc Paramount Pictures, non, ça c'est l'ancien nom. Paramount Skydance, qui est vraiment obnubilé par l'envie de racheter Warner Bros. Alors beaucoup de gens ont des théories par rapport à ça, en expliquant qu'en fait c'est un peu une coquille percée, que est-ce qu'ils n'ont pas juste simplement besoin de racheter Warner Bros. Parce que l'offre Paramount elle-même elle est pas suffisante pour tenir debout, ce qui expliquerait pourquoi aussi ils ont mis des milliards pour les droits de l'UFC et de la boxe, pour avoir en fait de quoi, parce que vous allez voir la grille de Paramount, vous verrez que c'est quand même assez chétif par rapport à Netflix, par rapport à Prime, par rapport à Disney+, même par rapport à HBO Max, hein, évidemment. Donc voilà, ça c'est une des théories. L'autre théorie, et c'est la plus probable à mon sens, c'est que tout ça participe encore une fois de ce que je vous dis depuis plusieurs émissions. Il y a un plan de conquête néo-fasciste aux États-Unis de la part des grandes fortunes qui sont alignées sur les convictions du camp des MAGA, donc du camp de la famille politique de Donald Trump, pour empêcher les pouvoirs alternatifs, donc culturels, journalistiques, etc., et télévision, de s'exprimer. À mon sens, ça participe de ce truc-là. Je peux me tromper, je pense que c'est ça. Donc, ils ont vraiment une sorte d'obligation tacite, contractuelle, eux, pour que leur plan s'exécute, à racheter Warner Bros. Actuellement, il y a un vote qui est prévu pour le mois d'avril, en séance avec les actionnaires, pour que Netflix soit bien reconnu comme le nouvel acquéreur du groupe Warner Bros. Et de ses studios et de ses différentes branches, à l'exception des branches télévision qui seraient, dans ce cas-là, expurgées, confiées entre les mains de Discovery Global, donc toujours sous la présidence supposée de David Zaslav, mais au sein d'un groupe de télévision mené par donc Discovery, le Discovery Channel, etc. Et Discovery Plus, la plateforme. Alors, on sait certaines choses, le fait que David Ellison a rencontré Trump il y a 2 semaines maintenant, que Ellison promet que si Warner Bros tombe sous le contrôle de Paramount Skydance, la chaîne CNN, encore une fois, ce n'est pas moi le paranoïaque de gauchiste, mais ça a été formulé tel quel dans une interview, serait largement remaniée. Chaîne CNN qui est une vraie chaîne journalistique, l'un des meilleurs médias du monde, entre guillemets, enfin, du monde occidental au moins, pour ce qui est enquête, pour ce qui est sujet d'investigation, pour ce qui est sujet de fond. Et naturellement, eux, ils disent la vérité, ce qui n'a jamais été dans le sens de Donald Trump, qui lui vit dans un monde où il n'y a que lui qui a raison. Et quand on lui présente ses erreurs, ses contre-vérités, ou bien les massacres que commet actuellement la police de l'immigration aux États-Unis sous les yeux, ça l'énerve. Donc lui, son obsession, c'est que CNN soit démantelé ou bien vendu. Il a dit, Trump, il est impératif que CNN soit vendu. Et a priori, c'est un peu là-dessus que se basent les Ellison pour obtenir le soutien de la Maison-Blanche. Dans le même temps, je vous résume, il y a eu un sous-comité qui a été organisé, notamment avec le sénateur Ted Cruz. Bon, Ted Cruz qui est un énorme connard. Je suis obligé de donner mon avis. Sortez de la pièce si ça vous intéresse pas, mais un énorme connard qui est notoirement l'un des plus fervents adhérents, l'un des plus fidèles du camp Trump. C'est vraiment... C'est une merde humaine, ce gars, je le déteste, mais néanmoins, peu importe. Il a présidé un sous-comité prévisionnel en amont des tractations entre le département de la justice et Netflix pour le rachat de Warner Bros. Sous-comité qui s'est transformé grosso modo en procès en chasse aux sorcières des wokistes. Ouais, ils ont reproché à Netflix d'avoir publié un tweet pour soutenir la population afro-américaine après la mort de Floyd, en disant que de George Floyd,
en disant que ça c'était du wokisme et qu'il fallait pas le faire. Voilà. En sachant que, alors que la Maison Blanche, elle a salué la mort de Charlie Kirk, hein, évidemment, mais ça marche que dans un sens. Vous connaissez la politique. En gros, reprochant à Netflix de faire des séries avec des trans, avec des noirs, avec des minorités. Ted Sarandos qui a bien baissé les yeux, hein, l'audience, qui a pas du tout assumé une colonne vertébrale quelconque. Encore une fois, hein, eux, ils ont pas de conviction, c'est juste des produits qu'ils font pour gagner des parts de marché, mais eux-mêmes, voilà, si en politique les engueule, ils vont juste dire oui, pardon monsieur, je le ferai plus, s'il te plaît, valide ma fusion, voilà. Et après, dans la foulée, le département de la justice, donc le DOJ, qui représente, c'est un peu le ministère de la Justice, on va dire, qui représente du coup l'État dans cette affaire, va devoir arbitrer sur la légalité supposée de la fusion entre Netflix et Warner Bros. Légalité qui n'existe pas. C'est vraiment juste du clientélisme. C'est-à-dire que si Netflix va voir Trump et lui dit nous pouvons arrêter les séries sur les trans et faire davantage de séries sur le nazisme si ça nous autorise de racheter Warner Bros. Voilà, ça se joue à ça maintenant aujourd'hui les négociations, hein, c'est vraiment aussi simple que ça. Et il faut rappeler à côté que des investisseurs proches du camp Trump ont mis de l'argent dans Netflix pendant la période du rachat de Warner Bros. Donc il y a aussi des magas qui vont s'enrichir si Netflix rachète Warner. Ça, il faut bien le préciser. Il faut aussi préciser que les actions de Netflix sont reparties à la baisse là depuis peu parce que justement il y a un vrai doute sur leur capacité à obtenir l'accord du gouvernement fédéral pour racheter Warner Bros. Et donc pendant ce temps-là, Paramount, qui a réussi son plan de panique réactionnaire, c'est-à-dire de faire peur aux crétins d'extrême droite aux États-Unis qui pensent vraiment que Netflix est leur ennemi, alors qu'il n'y a pas spécialement de raison de le croire, parce que voilà, Netflix produit des séries avec des noirs, des homosexuels et des personnes trans, et que donc ça c'est le danger quand t'es un mec avec des flingues qui vit au fin fond de l'Arkansas avec tes vaches et tes poulets. Voilà, ces gens-là ont peur que Warner Bros tombe entre les mains de Netflix parce qu'ils ne veulent pas du fameux Batman asiatique, femme trans déconstruite, unijambiste, nanana, enfin tous les stéréotypes de connards qu'on connaît. Hélicoptère Apache, tout ça quoi. Hein? Hélicoptère Apache, tu sais, ils avaient leur blague. Hélicoptère, etc. Moi je m'identifie comme un hélicoptère Apache. Toutes les bonnes blagues qu'on connaît, qui n'ont pas du tout été répétées 1000 fois par les mêmes youtubeurs un peu poussifs. Néanmoins, ça voilà, c'est en train d'arriver, donc a priori, Netflix va devoir mener bataille pour obtenir le droit de racheter Warner. À côté de ça, donc, la tactique consiste à proposer de nouvelles idées. C'est-à-dire que là, en fait, Paramount Skydance, on a l'impression qu'il y a une sorte de plateau qui a été atteint sur les offres que eux ils pouvaient faire. Eux, ils estiment que $30 l'action, ce qui est déjà énorme, c'est 2 fois plus que ce que vaut réellement Warner Bros. C'est déjà pas mal. Warner Bros, eux, encore une fois, parce qu'il y a des gens qui pensent que David Zaslav, c'est un mec qui n'aime pas les fascistes, que lui, il préfère aller chez Netflix parce qu'ils sont plus neutres politiquement, etc. C'est pas vrai, hein. On s'en rappelle. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. C'est des grands groupes. Les grands groupes n'ont pas vocation à faire de la politique. Lui, si Paramount Skydance lui dit « Ok, je te fais $50 l'action », mais il applaudira. Et même, j'ai envie de dire, si Poutine lui dit « Moi, je te rachète ton groupe à $50 l'action », il applaudira. Si Kim Jong-un lui propose $100 l'action, mais il lui baisera les genoux. Enfin, ça marche comme ça, en fait. Donc là, actuellement, effectivement, Paramount Skydance comprend bien que c'est dans leur intérêt de faire monter les prix. Pour l'instant, ils ne peuvent pas, donc ils ont proposé des voies alternatives. Notamment, une espèce de clause de patience. C'est-à-dire que ils ont promis aux actionnaires individuels de Warner Bros. Un bonus de $0,25 l'action par trimestre dans lesquels une signature n'aurait pas été signée avec un repreneur potentiel. Je m'explique. Vous avez une bagnole, vous avez un mec qui vous contacte, qui vous dit « Moi, je peux te la racheter pour tant », et un autre mec vous contacte dans la foulée et dit « Non, attends. Moi, je peux te la racheter, si tu veux. Mais je peux te la racheter en décembre. » Donc, ce que je vais faire, c'est que tous les mois, je vais te filer un pourcentage de ce que je vais te payer au final. Et à la fin, tu auras un bonus pour avoir patienté. Donc, au final, tu l'auras vendu plus cher. Pas tout de suite, mais tu l'auras vendu plus cher. Ok? C'est exactement pareil. Là, Paramount dit aux actionnaires, attendez, ne vous précipitez pas. Si vous êtes patient, si vous attendez jusqu'à décembre, parce que c'est la date butoir qui a été fixée, vous aurez ce petit bonus-là qui sera compensé de trimestre en trimestre. Et leur but à eux, c'est donc de repousser le vote de la fusion avec Netflix, puisque, comme je l'ai dit, en avril, ça doit être voté. Et ils commencent à avoir dans leur bataille de proxy, donc qui consiste à aller chercher des soutiens au sein des grandes sociétés qui sont actionnaires de Warner Bros. Alors ça peut être des fonds de pension, ça peut être des boîtes qui ont un intéressement au capital général du groupe.
ils commencent à avoir des soutiens qui se retranchent dans leur camp, en espérant obtenir plus d'argent. Et enfin, dernier effet qui se coule, ils ont promis de payer les frais de pénalité que Warner Bros. Doit payer si jamais la fusion avec Netflix est annulée. C'est-à-dire que Warner Bros. A dit « Ok, nous fusionnons avec Netflix ». Ils se sont engagés pour ça. Ça veut dire que si Warner Bros. Finit par dire « Ok, en fait, non, laisse tomber, on n'ira pas avec vous », ils devront payer 3 à 5 milliards de pénalités à Netflix pour rupture de contrat, entre guillemets. Donc, Paramount t'a dit « Nous, on veut bien payer cette somme si vous quittez Netflix ». Donc voilà, ça fait quand même ils ont mis de l'eau dans leur vin, ils ont un peu assoupli leurs arguments, et ça a l'air de trouver une prise auprès de certains actionnaires de Warner Bros. Et auprès du conseil d'administration lui-même qui a dit on n'est peut-être pas exclu, compte tenu des efforts qui sont en train d'être faits, de retourner à la table des négociations. Maintenant, retourner à la table des négociations, ça veut dire que eux espèrent obtenir davantage d'argent. Et ça, en l'occurrence, l'article de Bloomberg le disait assez bien. Eux, $30 l'action, c'est trop bas. À $30 l'action, ils resteront avec Netflix, qui proposait 27,75$ l'action, mais avec des garanties. Donc voilà, peut-être que ce qui va se passer, c'est qu'effectivement Warner Bros va dire on veut bien parler avec Paramount Skydance, combien vous mettez sur la table, maintenant on veut $32 l'action, ce qui pourrait équivaloir à je sais pas moi, j'ai un chiffre au pif, peut-être 120, 130 milliards. Voilà, ce qui serait à peu près 3 fois trop cher pour Warner Bros, mais bon, encore une fois, c'est des rapaces. Le conseil d'administration, eux, ce qu'ils veulent, c'est partir avec un gros chèque. Et après, une fois que Paramount aura déposé une offre supérieure, par contrat, grâce à l'accord signé initialement, Netflix a la possibilité de s'aligner ou de surenchérir. Je ne vois pas ce qui pourrait motiver Netflix, qui est déjà actuellement le tenant du marché, à dépenser déjà les 108 milliards que propose actuellement Paramount Skydance. C'est déjà beaucoup trop. Il n'y a jamais un groupe d'audiovisuel qui a été revendu à ce prix-là. De quel trou il pourrait tirer ce pognon? Il y a des banques d'affaires, il y a des plans d'investissement, etc. Mais je vois pas donc grosso modo, c'est vraiment la victoire potentiellement, du forceur. C'est-à-dire, c'est le nazi qui dit bon papa, manifestement les connards du cinéma là, ils veulent encore plus de fric. Nous, on a besoin de racheter leur groupe pour éteindre la liberté de la presse et l'offre culturelle aux États-Unis, virer des dizaines de milliers de gens et mettre des IA partout. S'il te plaît, sors-moi un peu d'argent de ton compte en banque à toi, du géant de l'informatique Oracle, dont le capital est estimé à 300 milliards à peu près, liquide tes actions, comme ça nous on rachète les vilains wokistes, batmaniens, etc. Et après, du coup, on a un super gros groupe que plus personne ne peut battre, même Disney, même Netflix, même machin, etc. Le cas échéant, je trouverais ça assez dommage, mais encore une fois, c'est le capitalisme, il suffit d'avoir le plus gros chéquier gagné à la fin, sachant que le chéquier en question est composé et par les capitaux de Oracle, de Paramount Skydance et de 3 puissances pétrolières qui sont notoirement connues pour violer les droits de l'homme, qui sont notoirement opposées à la liberté de la femme, à l'existence des personnes LGBT+, qui sont des dictatures dans la plupart des cas, des royautés dictatures après la limite est ténue, on va dire. Et que voilà, Trump lui-même c'est jamais qu'un enfant à qui il faut agiter un hochet. Si tu lui dis les méchants de chez CNN ils te critiquent tout le temps, nous on les rachète et on leur ferme leur gueule, il dira ok, parce que c'est un crétin en fait, c'est un abruti. Donc voilà, c'est encore une fois assez sinistre, assez morose. Souvent ces podcasts se terminent sur cette note-là en ce moment. C'est pas que je veux vous démoraliser, et mes interprétations ne sont pas forcément les vôtres. Moi, je suis contre Trump, c'est peut-être pas votre cas, je sais pas, ou contre les Lissonnes en général et leurs convictions pourries. Il y a des gens qui s'en foutent. Il y a des gens qui disent, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les films sortent au cinéma, sachant que, il faut que je fasse un article dessus, Ted Sarandos récemment a dit qu'ils allaient maintenir, s'ils rachètent Warner Bros, la fenêtre de 45 jours. Il a dit ça pour allumer un contre-feu au sein des actionnaires pour leur dire, vous inquiétez pas, vous ferez encore de l'argent avec vos films, on fera 45 jours, puis les films iront en VOD, pas en SVOD, mais en VOD, donc achat, location. Oui, donc le circuit normal, quoi. Le circuit normal. Ouais, donc ça veut dire que, en fait, potentiellement. Mais parce que c'est des circuits qui génèrent de la thune, donc faut pas les squeezer non plus, c'est sûr. Pour les gens qui pensent que, grosso modo, pour sauver les salles de cinéma, il faut aller vers Paramount, cet argumentaire-là, répétez-le à vos copains, il est nul et non avenu. C'est terminé. Paramount, ce qu'ils veulent, c'est simplement que l'avis trumpiste soit l'avis dominant, et Netflix, ce qu'ils veulent, c'est juste avoir un plus gros groupe pour être plus gros, parce que c'est la logique du capitalisme. Donc, affaire à suivre, ça bouge un peu chaque semaine en ce moment. Et encore une fois, il faudra voir ce qui arrive en avril, si c'est voté ou non avec Netflix et Warner Bros.
Très bien, merci beaucoup Corentin pour ce résumé de la situation. Effectivement, ça nous fait toujours terminer les podcasts parfois sur des notes pas forcément joyeuses. Donc on se rappellera que lire des comics, c'est quand même vachement bien. C'est vachement mieux que de racheter des studios. Sachant que Paramount ou Warner Bros n'auront a priori pas de rapport direct avec la production d'essais comics. Non. C'est trop petit, et puis je les vois mal censurer ouvertement des séries en BD. Enfin, ils ont non, sur les comics, ils s'en battront certainement les couilles. Ça, de la même façon que... Enfin, remarque, Marvel, quand Trump avait été élu, il y avait des petites censures qui avaient été formulées. Oui, il y avait des trucs, minime, quoi. C'était des répliques qui étaient changées, des trucs comme ça. Au global, les comics, c'est trop petit pour déranger qui que ce soit, donc ils feront pas gaffe, entre guillemets. On imagine, ouais. En tout cas, on espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. On a besoin de votre soutien à la fois pour continuer d'exister, mais aussi pour être découvert. C'est aussi notre grand plan d'expansion dans ce monde où les médias indépendants et qui parlent de trucs comme ça, comme la culture pop, sont de moins en moins présents. Donc n'hésitez pas à nous apporter votre soutien. Vous pouvez partager les podcasts, en parler autour de vous, les recommander, mettre des petites notes, des petites étoiles sur les plateformes, des commentaires, rejoindre notre Discord et nous soutenir également sur notre Tipeee. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, puis on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut! Salut!